un jeune garçon jouait à un jeu en ligne mêlant RPG et stratégie sur son ordinateur. Même hospitalisé, il continuait à y jouer. Mais soudain, son corps s'alourdit et tout devint noir. Son esprit fut emporté, sombrant dans les profondeurs d'un océan imaginaire, jusqu'à ce qu'il se réveille brusquement dans une forêt au climat frais, sous un ciel couvert. Assis sur un trône de pierre, il vit s'avancer une femme qui s'adressa à lui comme si elle l'attendait depuis longtemps. Émergeant de l'ombre, le garçon la reconnut immédiatement. C'était Atulama Sinta, une elfe qu'il appelait roi. Le jeu auquel il jouait depuis son lit d'hôpital s'appelait Eternal Nations, un simulateur stratégique de type Dark Fantasy en four X, et son personnage préféré, celle qui se tenait là devant lui, n'était autre que cette elfe. Dès lors, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Devait-il se comporter comme le roi qu'elle prétendait qu'il était ?» Il était évident qu'elle le voyait comme le souverain de Minagra. Voyant sa confusion, la jeune femme lui sourit et dit « Tout va bien, Takuto. » Après tout, il avait vaincu le jeu en difficulté cauchemar en jouant avec ceux qui étaient considérés comme la civilisation la plus difficile. Minagra, un peuple en ruine. Grâce à cet exploit, Hera Takuto était devenue le joueur légendaire au sommet du classement mondial. Quant à Atu, elle se souvenait de chaque instant passé ensemble, de toutes leurs conquêtes, encore et encore. Il n'avait pas à s'inquiéter, elle savait exactement qui il était. En y repensant, Takuto comprit qu'Atu incarnait son propre style de jeu, peut-être parce qu'il avait toujours rêvé d'être aussi fort qu'elle. Les larmes aux yeux, il lui avoua à quel point il était heureux de pouvoir enfin parler à son personnage préféré. Elle lui répondit qu'elle ressentait la même chose. Takuto demanda si c'était le paradis, et si c'était elle qui l'avait emmenée ici. Mais elle expliqua qu'elle aussi était apparue là sans comprendre comment, et que ce monde n'avait rien d'un paradis. Non. Cela ressemblait étrangement à l'univers d'Eternal Nations. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle parla d'un miracle et déclara qu'elle était honorée de rencontrer son maître en personne. Puis, l'elfe s'agenouilla devant lui, prit sa main et l'invita à tout recommencer, rien que d'eux, pour bâtir ensemble un nouveau royaume. Aussi tentante que soit l'offre, Takuto restait déboussolé. Mais avec sa fidèle compagne à ses côtés, peut-être tenait-il là l'occasion de revivre ses jours glorieux, dans un nouveau monde. Takuto appela donc sa servante afin de commencer leur voyage ensemble. Atu se présenta comme l'enfant né de la boue destiné à apporter la destruction au monde, déclarant que désormais son corps et son esprit appartenaient entièrement à son maître. En entendant ce discours théâtral, Takuto ressentit un profond malaise, frappé par une gêne aussi intense que si c'était lui-même qui avait parlé. Il réalisa à quel point il était plus difficile de prononcer de telles phrases dans la réalité que dans le jeu. Atu elle-même avoua que c'était un peu embarrassant pour elle aussi. Mais le roi décida de jouer le jeu. Il déclara que l'elfe était sa toute première et unique subordonnée, sa confidente, sa main droite. Et ensemble, ils allaient bâtir leur civilisation, connue pour sa cruauté impitoyable, mais aussi pour sa maîtrise exemplaire des affaires intérieures. Takuto demanda ensuite à sa servante quelle devait être leur première action pour Minagra, et en parfaite synchronisation, ils répondirent tous les deux « Allons nous cacher ». Takuto invoqua alors un éclaireur grâce à la production d'urgence. Sans tarder, une créature à longues pattes sortit d'un portail. Le spectacle était aussi impressionnant que répugnant. Même Atu détourna un peu les yeux. Mais Takuto se rappela que Minagra était une civilisation de modération, maniant le mal et la ruine avec subtilité. Il leur faudrait donc rester discrets dans chacun de leurs mouvements. Pour Atu, cela signifiait qu'ils devaient faire tout leur possible pour ne pas révéler leur véritable identité. Première étape. Le roi ordonna à l'insecte de partir en éclaireur sans se faire repérer. En le regardant disparaître dans les bois, Takuto réalisa qu'il pouvait voir à travers ses yeux. Cette invocation lui avait coûté ***** point de mana. Il lui en restait 100. Créer une base, leur premier poste d'opération, lui coûterait 20 de plus. Atu souligna que la production d'urgence était très coûteuse et qu'il valait mieux surveiller leurs dépenses. Takuto avoua qu'il voulait vraiment créer un guerrier pour assurer leur défense, mais cela consommerait tout son mana. En ce qui concernait les combats, l'elfe promit de faire de son mieux, ou plutôt, elle aurait aimé pouvoir le dire. En réalité, elle était bien trop faible pour l'instant, ce que Takuto comprenait parfaitement.
Atu Lamacinta était une unité héroïque qui gagnait en puissance au fil du temps, mais actuellement, sa force n'était que moins que celle de certains ennemis de base. En résumé, leur projet de bâtir Minegra était sérieusement compromis s'ils venaient à croiser Oua que ce soit de dangereux. En utilisant la vision de l'éclaireur, Takuto observa les environs. Une forêt, à perte de vue. Pour le moment, aucun monstre. Atu pensait que la forêt était un endroit parfait pour se cacher. Mais elle trouva étrange que l'insecte aux longues pattes n'ait croisé aucun animal sur son chemin. Pire encore, Takuto réalisa qu'il n'y avait absolument rien à manger. Tout. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était rester sur leur garde en espérant que quelque chose finirait par apparaître. Atu s'excusa de ne pas être plus utile, mais le garçon lui répondit que sa simple présence à ses côtés était plus que suffisante, ce qui fit briller les yeux de l'elfe de bonheur. En la voyant si émue, il se dit qu'il était vraiment difficile de remarquer ce genre de détails dans le jeu. Mais oui, la personnalité d'Atu était vraiment comme ça. Mettant cela de côté, à travers les yeux de l'éclaireur, Era Takuto découvrit bientôt une communauté d'elfes noirs non loin de là. Takuto expliqua que ce type d'elfe était généralement neutre, parfois avec une légère tendance au mal, ce qui, en vérité, le soulagea. Au moins, cela confirmait qu'il se trouvait bien dans le monde de Eternal Nations. Mais il y avait aussi un inconvénient. Si une autre civilisation s'était établie dans les environs, cela pouvait devenir très problématique. Éviter la guerre au début du jeu était essentiel. Leur priorité absolue était donc de trouver un endroit sûr pour s'établir. Mais avant cela, ils devaient surveiller les elfes noirs et rassembler plus d'informations sur la zone. Et si jamais les choses tournaient mal, ils n'auraient plus qu'à fuir. Soudain, comme pour illustrer ses craintes, un petit groupe d'elfes noirs apparut devant le trône de pierre où étaient assis les deux compagnons de Minagra. Plus tôt dans la journée, ce même groupe avançait lentement dans la forêt. L'un d'eux se tourna vers Jia, leur chef, et lui dit qu'il devrait simplement quitter ces terres maudites. Il n'y avait plus aucune raison de rester dans ces bois, mais Jia lui rappela qu'ils avaient déjà été exilés de leur patrie. Ils n'avaient nulle part où aller, et honnêtement, leurs enfants ne survivraient pas bien longtemps dans ces conditions. Vu la densité de la végétation, il devait bien y avoir de la nourriture quelque part. Une elfe prit la parole pour signaler que, à la lisière du territoire inexploré d'Hydarajia, s'étendait cette vaste forêt maudite, les terres maudites. Tous les livres affirmaient qu'une entité maléfique y avait été scellée autrefois, et quelle qu'elle soit, elle n'aurait jamais permis à la vie de prospérer. Jia écarta cette idée d'un revers de main, disant à Emily que ce n'était que des superstitions. Les arbres poussaient pourtant très bien, preuve qu'aucune malédiction n'était à l'œuvre. Sur ce, le chef insista. Personne ne devait abandonner maintenant, pas à un moment aussi critique. Et il rappela à tous que leurs esprits fiers et les âmes de leurs ancêtres les guideraient à travers cette épreuve. Malgré ces paroles pleines d'assurance, Jia ne pouvait nier que la forêt était terriblement inquiétante. Mais qu'il y ait une malédiction ou non, ce n'était pas une excuse pour fuir. Son peuple avait encore de l'espoir. Tant qu'ils avaient encore des forces, trouver de la nourriture restait la priorité. C'est ainsi que la bande d'elfes noirs tomba sur les deux fondateurs de Minagra, assis sur le trône de pierre. À leurs yeux, Era Takuto n'était rien d'autre qu'une silhouette obscure et sinistre, une vision si terrifiante qu'elle fit transpirer Jia de peur froide. Convaincu qu'il se trouvait face au mal incarné et conscient que ses actions pouvaient décider du sort de toute sa race, Jia prit sur lui et s'avança. S'inclinant devant la silhouette sur le trône, il présenta ses compagnons comme des membres du clan Mazoram. Il déclina son propre nom, Jia, chef de leurs guerriers, et s'excusa d'avoir pénétré dans la forêt sans la permission de ceux qui semblaient être le maître des lieux. D'un air glacial, Atu Lamacinta reconnut que cette fée noire comprenait réellement la gravité de l'intrusion, mais il voulait connaître les raisons qui les avaient poussés à venir ici. Jia expliqua que leur clan vivait autrefois à Hydarajia, mais qu'ils avaient été persécutés et contraints de fuir dans la forêt. Il tenta de raconter toute leur histoire, mais Atul lui demanda de faire court, ce qui rendit Jia de plus en plus nerveux, de peur de commettre une erreur qui mettrait son peuple en danger. Au milieu de tout cela, Takuto fit remarquer à quel point les elfes noirs semblaient amaigris, et Jia admit, le cœur lourd, qu'il n'avait encore rien trouvé à manger en ces lieux. Sincère dans ses paroles, l'elfe noir se demandait pourquoi son clan devait endurer tant de souffrances,
alors qu'il ne cherchait qu'un endroit paisible où vivre. Sortant de nulle part, le supposé maître de cette forêt ténébreuse lui tendit une poignée de pommes. Takuto précisa qu'elles étaient délicieuses si on les découpait en forme de lapin. Jia n'avait jamais vu un fruit pareil auparavant, et il se demanda s'il serait impoli d'en goûter un sur le champ, mais le reste de son groupe avait trop faim pour s'en soucier. Ils croquèrent dans les pommes, un sourire se dessinant sur leur visage lorsque la saveur sucrée et juteuse envahit leur bouche. Mais ce n'était pas tout. Takuto ouvrit un portail et distribua aussi des poires. Jia s'inclina encore plus bas, expliquant qu'il y avait d'autres personnes comme eux qui s'étaient aussi réfugiées dans ces terres, y compris des enfants affamés et chétifs. Alors, au lieu de manger sur place, Jia demanda la permission d'emporter les fruits pour les partager avec les autres. Takuto l'écouta, touché par leur détresse, et leur donna encore plus de nourriture. Cette fois avec du pain, des légumes et des herbes fraîches. Témoin de ce qui semblait être un miracle, Jia repensa à la manière dont les elfes noirs avaient toujours été méprisés comme des parias rejetés par la lumière, à peine tolérés grâce à la clémence des prétendues fées de lumière. Marqué par le mépris, son peuple avait été contraint de vivre dans l'ombre, et jamais personne ne leur avait tendu la main dans leurs heures les plus sombres. Submergé par une telle puissance et une telle miséricorde, Jia du clan Mazoram Oessa enfin posait la question. Qui était donc cet être assis sur le trône? Pendant ce temps, au campement des elfes noirs, ceux qui n'étaient pas partis faisaient de leur mieux pour supporter la faim qui hantait la communauté. Puis soudain, le groupe de ravitaillement revint, leur chef affichant un large sourire, porteur de la meilleure nouvelle imaginable. La famine était enfin terminée. Grâce à toute cette nourriture, la joie se répandit dans tout le village, et Jia observa la scène, profondément satisfait. Quand on lui demanda comment il avait réussi à trouver autant de provisions, il répondit simplement qu'il était tombé dessus par hasard, tout en gardant en tête la silhouette inquiétante des rats Takuto. Plus tard dans la nuit, alors que le village dormait paisiblement, Jia était assis près d'un feu de camp. Le vieux Moltar, l'aîné du clan, s'approcha pour féliciter le chef de son action. Moltar dit qu'il avait vécu une longue vie, mais que jamais, en toutes ces années, il n'avait vu des fruits aussi étranges et délicieux. Jia admit qu'il n'en avait même jamais entendu parler, et c'est justement pour cela que le vieil homme voulait savoir ce qui avait conduit le clan Mazoram à vivre de telles circonstances si particulières. Prêt à révéler la vérité, Jia déclara qu'il avait rencontré un être légendaire au plus profond de la forêt. D'après Emle, il existait une légende parlant d'un être scellé dans les terres maudites. Moltar en resta stupéfait, se demandant si le groupe d'expédition avait rencontré le roi de la ruine, une figure mentionnée, au moins en partie, dans les anciens livres et récits. Lorsque le monde atteindrait sa limite, le roi de la ruine apparaîtrait, apportant dévastation et chaos, forçant l'humanité à repartir de zéro. Même si personne ne pouvait affirmer avec certitude que cela arriverait un jour, il était tout aussi impossible d'affirmer que cette légende n'était qu'un mensonge. Jia, pour sa part, n'avait jamais entendu le nom de cet être, mais il devait admettre que son apparence terrifiante correspondait parfaitement au titre de roi de la ruine. Cet être dépassait l'entendement, mais il avait au moins un serviteur capable de clarifier partiellement ses paroles, quoi qu'il en soit. Même s'il n'existe aucune certitude sur l'identité véritable de cette entité, Moltar sent au fond de lui que cela n'annonce rien de bon. Maintenant que son estomac est plein et qu'un peu de son mana a été restauré, l'aîné perçoit clairement que cette forêt est loin d'être normale. Il se demande si Jia n'aurait pas donné quelque chose à cette entité en échange de la nourriture, mais le chef insiste. Ce n'est pas le Kea. Moltar n'y croit pas une seconde. Il soutient que le roi de la ruine ne ferait jamais une bonne action sans attendre quelque chose en retour. Mais Jia jure qu'il n'y avait aucun prix, aucune condition. Selon lui, cela ressemblait vraiment à un acte de miséricorde de la part de cet esprit. Sa grâce, comme l'appelle Jia, avait vu la situation désespérée dans laquelle se trouvait le peuple elfe noir et leur avait montré de la compassion. En entendant cela, l'aîné Moltar s'emporta, furieux que Jia puisse désigner le roi de la ruine par l'expression « sa grâce », et commença à soupçonner que le chef du clan Mazoram était tombé sous l'emprise de cette entité. C'est alors qu'une violente dispute éclata entre ces deux piliers de la communauté. Jia insiste sur le fait qu'ils doivent le plus grand respect à celui qui a nourri leur peuple alors qu'ils étaient au bord de la famine.
En réalité, il retourne la question à l'aîné. Qu'aurait-il fait, lui, en présence du roi de la ruine? Mais même Moltar ne parvient pas à formuler une réponse. Il finit donc par s'excuser de son emportement envers le plus valeureux guerrier de leur tribu. Désormais, déclare-t-il, en tant que chef des elfes noirs du clan Mazoram, il prendra personnellement en main les relations avec le roi de la ruine. Après tout, Moltar a vécu pendant 2 siècles. Il est persuadé de pouvoir trouver une solution. Au final, ce que souhaitent ces 2 chefs, c'est simplement que leur peuple retrouve la paix. Pendant ce temps, du côté des prétendus fondateurs de Minagra, Atu réprimande son maître pour avoir gaspillé autant de mana afin de nourrir les elfes noirs, lui rappelant qu'ils doivent commencer à bâtir leur propre nation, ce qui implique de conserver la magie. Takuto, un peu penaud malgré son geste généreux, avoue qu'il a plus que jamais besoin de sa compagne. En entendant cela, Atu abandonne aussitôt son ton sévère pour adopter une attitude étrangement amoureuse et soumise. Comme si un simple mot gentil de son maître suffisait à la faire fondre complètement. De son côté, Takuto déplore son incapacité à communiquer correctement avec les elfes noirs. Peu importe ses efforts, les mots ne sortaient tout simplement pas. Atu avoue qu'elle pensait qu'il jouait simplement les maîtres mystérieux, de ceux qui détestent les longs discours et laissent leurs subordonnés gérer les détails. Mais la vérité, c'est que ce garçon n'a jamais été très doué pour s'exprimer. Honnêtement, il ne l'était déjà pas dans sa vie précédente, et ce n'est pas maintenant qu'il allait soudainement devenir un orateur charismatique du jour au lendemain. Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour qu'il lui fasse son rapport, et lorsqu'il apprend que les elfes arrivent, il espère simplement qu'ils prendront le reste de la nourriture qu'il leur avait préparée la veille et partiront en silence. Il avoue être anxieux, car lorsqu'il est stressé, il a du mal à s'exprimer correctement, et il doute de pouvoir négocier avec les elfes noirs. Atu lui propose alors de s'occuper de la négociation à sa place, précisant que cela montrera en plus aux elfes noirs que son roi n'a même pas à s'adresser à des gens comme eux. Peu après, Molter et Jia arrivent. Le vieil elfe salue Takuto avec une formule de politesse digne d'un générateur automatique, le remerciant d'avoir nourri son peuple. Il demande alors à connaître le nom de celui qui les a aidés, et, après avoir obtenu l'autorisation de Takuto, Atu le leur révèle. Il s'agit du roi de la ruine. Les 2 elfes noirs restent sous le choc, leur crainte confirmée. Atu leur dit alors de prendre la nourriture et de s'en aller rapidement, car elle ne durera pas longtemps de toute façon. Cependant, Molter déclare qu'il souhaite rendre l'appareil à Takuto pour sa bonté et demande ce qu'ils peuvent lui offrir en retour. Atu répond sèchement qu'il ne possède rien qui pourrait satisfaire son roi, alors autant ne pas essayer. Elle leur demande s'ils ont quoi que ce soit qu'ils considèrent encore comme ayant de la valeur. Molter hésite, conscient qu'il ne leur reste rien de tel. Atu lui lance un regard glacial en voyant son hésitation, le soupçonnant de manigancer quelque chose. Pris de panique, Molter balbutie, et Takuto comprend que la négociation prend une très mauvaise tournure. Il appelle soudainement Atu pour discuter de leur approche. Cela énerve Atu, qui lui reproche d'être trop indulgent. Elle affirme que CS2 perdants ne savent même pas négocier correctement et qu'à ce rythme, ils ne feront que devenir des obstacles sur son chemin. Elle suggère de tous les tuer et de planter leur tête sur des pics autour de leur base. Mais Takuto lui demande d'arrêter de se comporter comme un certain peintre autrichien. Il lui explique que les elfes veulent juste coexister pacifiquement avec eux et qu'ils veulent les remercier pour cette raison. Il propose alors qu'ils les laissent payer comme ils le peuvent, au lieu de leur donner de la nourriture gratuitement, car cela permettra de maintenir une bonne relation avec eux. Atu ne peut pas contredire cet argument, et annonce alors aux elfes que son roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Molter, Takuto et Atu comprennent tous deux qu'il était aussi nerveux parce qu'ils voyaient en Takuto une incarnation typique du mal. Atu le réprimande pour cela, mais elle se retrouve ensuite hésitante quant à ce qu'elle devrait demander en échange de la nourriture. Soudainement, Takuto a une idée. Il lui dit de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Molter est ravi d'entendre cela et jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu à l'extérieur, dans les moindres détails. Atu ajoute que, une fois cela fait, lui et sa tribu devront quitter la forêt immédiatement. Cette déclaration choque profondément Jia et Molter. Ils expriment leur désir de continuer à vivre dans la forêt, sous la clémence de Takuto,
Mais Atu leur ordonne d'arrêter d'être si gourmands s'ils tiennent à leur vie. Jia tente de protester, mais Molter le fait taire, affirmant qu'ils doivent obéir aux ordres du roi. Alors qu'ils commencent à se retirer, Takuto ressent soudain un malaise à l'idée de les avoir expulsés. Il a alors une autre idée et propose à Molter et Jia de devenir ses citoyens. Tous deux sont stupéfaits par cette offre, mais pas autant qu'Atu, qui s'exclame en demandant à Takuto ce qu'il est en train de faire. Il lui rappelle le système des réfugiés dans le jeu qui permet d'intégrer différentes espèces en tant que citoyens. Il explique que, puisque les elfes noirs sont une espèce neutre, ils s'adapteront facilement à l'attribut maléfique de leur royaume et pourront coexister avec les autres espèces qui y résident. Atu reste sceptique, car les espèces affiliées au mâle ont souvent des conflits entre elles. Takuto lui rappelle que leur espèce principale, les homoncules, ressemble à des humains démontés puis mal remontés et qu'il leur est impossible de passer tout leur temps avec eux. Atu approuve aussitôt, rien qu'à l'idée de ces créatures qui lui donnent la chair de poule. Elle se tourne alors vers les deux elfes et leur annonce que Takuto prévoit de fonder un royaume ici et qu'il est prêt à les accepter comme citoyens s'ils jurent de le servir. Molter, surpris, demande ce qu'il adviendra d'eux s'ils acceptent. Atu lui répond clairement qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Mais elle leur dit que c'est bien plus amusant qu'ils ne le pensent d'être du côté du mal. Peu après, Takuto et Atu se dirigent vers le village des elfes noirs, où tout le monde est prêt à les accueillir. Cependant, tous sont terrifiés à la vue de Takuto, et certains des plus faibles s'évanouissent en l'apercevant ne serait-ce qu'un instant. Takuto prend place sur son trône, Atu à ses côtés. Celle-ci annonce aux elfes noirs qu'ils vont désormais devenir les citoyens de leur royaume, Minagra. Elle demande une dernière fois à Takuto s'il est sûr de sa décision. Et dès qu'il donne son accord, les elfes sont officiellement intégrés au royaume. Atu les félicite chaleureusement, car leur survie et leur sécurité sont désormais garanties par leur nouveau roi. Jia, perplexe, se demande si c'est vraiment tout, car il ne ressent rien de différent alors qu'il est censé être devenu un être maléfique. Mais soudain, il regrette ses paroles, car une haine intense surgit en lui, et chez les autres elfes aussi. Leurs pensées se tournent vers ceux qui les ont persécutés et opprimés, et une soif de vengeance les envahit. Les deux elfes normaux qui les accompagnent s'inquiètent en voyant cette transformation. Voyant la souffrance de tous, Takuto leur demande s'ils vont bien. Jia, profondément ému par le fait que quelqu'un se soucie enfin de lui et de son peuple, laisse couler ses larmes. Les elfes noirs acclament Takuto en pleurant d'émotion, et lui-même est secrètement bouleversé par cette réaction. Quelques jours plus tard, Takuto reçoit de Molter une carte du continent et s'évanouit aussitôt après l'avoir regardée. Atu, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit de regarder la carte et de constater par elle-même la position de départ désastreuse qu'ils occupent. Ils se trouvent sur un continent où deux grandes civilisations puissantes sont déjà établies. L'une d'elles est le Saint Royaume de Kalia, une nation humaine qui vénère le dieu Arlos et qui suit un alignement fondamentalement bon. L'autre est Elna, l'Alliance des élémentaires, où vivent les elfes qui adorent la nature. Eux aussi sont du côté du bien. Atu panique alors, réalisant que si ces deux puissances découvrent leur royaume, elles n'hésiteront pas à l'anéantir. Elle s'évanouit à son tour aux côtés de Takuto, mais celui-ci finit par se calmer, affirmant que tant qu'ils ne sont pas découverts, ils auront le temps de devenir plus puissants. Il explique que, dans le jeu, leur espèce principale, les homoncules, est particulièrement stupide, ce qui empêche toute avancée dans la recherche. Mais désormais, avec les elfes noirs à leur côté, les choses devraient aller bien mieux de ce côté-là. Peu après, les elfes noirs viennent lui rendre visite, et cette fois, Jia est accompagnée de son assistante Emily. Il présente Emily à Takuto comme une véritable intello, très instruite sur les autres royaumes, et qui pourra l'aider bien plus qu'eux. Atu leur annonce que le roi est satisfait de leur dévouement, puis déclare qu'ils vont désormais se voir confier des rôles importants, comme le souhaite Takuto. Elle commence par nommer Molter, responsable des affaires internes du royaume, précisant qu'elle fonde de grands espoirs en lui, surtout depuis qu'elle a appris qu'il maîtrisait également la magie. Ensuite, elle nomme Jia chef des guerriers de Minagra, lui confiant la mission de bâtir une armée puissante capable de défendre leur territoire. Le recrutement des soldats est laissé entièrement à sa discrétion,
ce qui enthousiasme Jia, qui s'exclame qu'il tuera tous leurs ennemis et exposera leur tête comme trophée. Takuto, quant à lui, est déjà écœuré par cette déclaration. Il déclare que la guerre est barbare, et Atu explique à un Jia perplexe que leur roi préfère la paix, chose qu'il devra garder à l'esprit. Cela ne fait qu'embrouiller davantage le guerrier elfe, qui ne comprend pas pourquoi le roi de la ruine aimerait la paix. Molter en profite pour se moquer de lui, puis se lève aussitôt en disant que, contrairement à Jia qui n'a que des muscles et pas de cervelle, lui saura se rendre utile. Jia prend cela pour un défi, et il assure à Takuto qu'il est jeune et fort, donc capable de travailler plus longtemps sans se reposer. Atu, quant à elle, ne comprend pas qu'ils sont simplement en train de rivaliser pour attirer l'attention de leur grand méchant papa, et elle croit sincèrement qu'ils sont juste des bourreaux de travail. Elle demande à Takuto s'il devrait leur confier une mission de collecte de ressources, mais il suggère plutôt de leur ordonner d'embellir le terrain et de construire quelques maisons. Atu transmet immédiatement cette consigne à Molter, lui demandant de rassembler assez de bois pour bâtir des habitations tout en laissant la forêt largement intacte. Molter répond qu'il s'y mettra sans tarder, car les elfes noirs sont à l'origine des habitants des forêts. Takuto leur demande ensuite de reboiser les zones qu'ils auront défrichées, ce qui trouble les elfes car ils ne connaissent pas ce terme. Takuto comprend que leur civilisation n'est peut-être pas assez avancée pour saisir le concept de reboisement, alors il leur demande s'ils connaissent la magie militaire ou les 6 éléments majeurs. Molter dit qu'il ne connaît que les 4 éléments principaux, et Emily affirme qu'elle n'a jamais entendu parler d'un pays utilisant la magie militaire. Takuto et Atu réalisent que ce monde est bien plus primitif qu'ils ne le pensaient, mais en fait, c'est une bonne chose car une fois qu'ils auront fait progresser leur technologie magique, ils pourront rapidement surpasser les autres nations. Atu explique alors que reboiser signifie faire pousser de nouveaux arbres à la place de ceux qui ont été abattus, et les elfes noirs disent qu'ils pratiquent cela aussi, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie pour accélérer la croissance. Atu ajoute que le reboisement utilise les 6 éléments majeurs pour faire pousser rapidement les arbres, puis elle attribue soudainement cette découverte à Takuto, bien que ce soit un gros mensonge. Elle ne cesse de vanter Takuto, disant qu'il a créé les fruits uniques qu'ils ont mangés plus tôt et que le raisin est son fruit préféré. Emily confirme les propos d'Atu en disant qu'elle a essayé de planter des graines de raisin et que certaines pousses ont déjà germé. Cette nouvelle surprend Takuto, qui ne pensait pas qu'il serait possible de cultiver quoi que ce soit ici. Cependant, il comprend vite qu'il pourrait créer des fruits venus de la terre grâce à la magie, ce qui signifie qu'il pourrait aussi créer d'autres choses. Il teste sa théorie en créant une pièce de monnaie et réalise qu'il peut fabriquer de la poudre à canon et d'autres inventions scientifiques, ce qui lui permettra de faire avancer sa civilisation beaucoup plus rapidement. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, les choses commencent à s'agiter également. La Sainte Solina mène un groupe de chevaliers vers les contreforts enneigés pour éliminer des monstres qui menacent les villages voisins. Dès qu'elle aperçoit les gobelins foncer droit sur elle, elle pointe son bâton vers eux et les réduit en cendres grâce à sa flamme sacrée. La flamme sacrée disparaît ensuite dans les nuages après avoir anéanti les monstres, et lorsque la lumière du soleil touche la terre calcinée, des fleurs y éclosent. Le capitaine des chevaliers explique à ses hommes que le pouvoir de Solina brûle les créatures au cœur maléfique et fait naître à leur place un champ de fleurs. C'est grâce à elle, ajoute-t-il, qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec les elfes. Peu après, Solina informe le cardinal qu'il devrait envoyer des paladins vers le sud, car elle a récemment eu un présage annonçant un grand mal dans la forêt maudite. Mais le cardinal refuse. Cette forêt, dit-il, se trouve à l'extrémité du continent, et il lui faut l'autorisation des hautes instances pour déployer des paladins aussi loin. Solina le menace. Si personne n'est envoyé, elle s'y rendra elle-même. Le cardinal tente de résister, mais finit par céder. Il promet d'envoyer les soldats qu'il est capable de mobiliser de son propre chef. Au même moment, Takuto et Atu sont occupés à développer leur territoire, en commençant par la construction de maisons destinées aux elfes noirs. Une salle du trône temporaire a déjà été érigée autour du trône de Takuto, et ce dernier est impatient d'y organiser des réunions et des conseils avec les citoyens importants de son royaume. C'est alors que Malter, Jia et Emle arrivent. Atu leur annonce qu'ils doivent immédiatement débuter leur première réunion du conseil. Mais avant cela, Emle remet un cadeau à Takuto, une tenue qui le fait ressembler à un jeune garçon efféminé.
Takuto est ravi de la recevoir, car ses anciens vêtements étaient devenus sales et il remercie chaleureusement les elfes pour leur présent. Cependant, les elfes ne remarquent aucun changement visible dans son apparence, mais ils font confiance à Atu lorsqu'elle leur affirme que Takuto est splendide dans l'habit qu'ils ont préparé. Cela réglé, elle donne le signal du début de la réunion. Mais Takuto est bien trop occupé à s'extasier sur lui-même. Atu décide donc de poursuivre la réunion sans lui et de le consulter seulement si un avis est nécessaire. Takuto accepte volontiers cette organisation. La réunion commence alors et Malter pose la première question à Atu. Quel type de bâtiment devrions-nous construire en priorité? Elle lui répond qu'il devrait commencer par des installations de production alimentaire, puis elle sort une plante à l'apparence inquiétante qui sera leur principale source de nourriture pour le moment. Les elfes sont immédiatement dégoûtés en voyant la plante et demandent à Atu ce que c'est exactement. Elle leur explique qu'il s'agit de la plante de chair, une espèce unique à leur civilisation. Cette plante est capable de produire une viande au goût proche de celui de la chair humaine, tout en étant très nutritive. Les elfes sont choqués d'entendre cela et répliquent qu'ils ne mangent pas d'humains, mais Atu les rassure en précisant que la plante de chair n'est qu'une solution temporaire et qu'ils disposeront bientôt d'autres types d'aliments. Elle ajoute ensuite qu'il faudra également construire des entrepôts et des cabanes de gestion pour accompagner les fermes, et Emil se propose aussitôt pour prendre en charge cette tâche. Atu enchaîne alors avec le point suivant de son programme, la recherche, car l'acquisition de technologies avancées est cruciale pour les petites nations comme la leur. Malter lui demande sur quel domaine ils devraient concentrer leurs efforts, et elle lui répond qu'ils vont se spécialiser dans la magie technologique. Takuto est visiblement très enthousiaste à cette idée, et Malter, en tant que mage, promet de faire de son mieux pour l'impressionner. Il demande ensuite à Atu quel type précis de magie technologique ils doivent explorer, et elle lui parle de magie militaire. Elle explique que la magie offensive standard ne peut cibler qu'un petit groupe d'individus à la fois, tandis que la magie militaire avancée est capable de détruire des cités entières, voire de modifier le terrain à leur avantage. Atu lui ordonne donc de rassembler les elfes doués en magie et de commencer les recherches sans tarder. Malter est surexcité à l'idée de créer des sorts qui n'existent pas encore dans ce monde. Ensuite, Atu aborde le sujet de la stratégie militaire, ce qui enthousiasme Jia, car c'est enfin à son tour d'intervenir. Cependant, Takuto le coupe immédiatement. Il ne souhaite pas investir trop lourdement dans l'armée pour l'instant. Atu renchérit en disant que maintenir une armée coûte très cher, surtout en temps de paix, car elle ne produit rien en retour. Jia proteste, soulignant qu'ils ne sont pas encore assez forts pour assurer la protection de leur roi et qu'il faudrait donc renforcer leur puissance militaire. Malter appuie son propos en rappelant que lui et Jia, en tant que leaders des elfes noirs, ont tous deux une prime sur leur tête. Le royaume pourrait être attaqué à tout moment. Takuto comprend leurs inquiétudes et prend une décision inattendue. Au lieu de bâtir une armée, il va créer un héros pour défendre le royaume. Atu approuve l'idée, affirmant que créer un héros est certes coûteux, mais que ces derniers ne nécessitent aucun entretien, ce qui les rend parfaitement adaptés à leurs besoins actuels. Les elfes, intrigués, demandent ce qu'est exactement un héros. Atu leur explique alors que les héros sont des êtres d'une puissance exceptionnelle qui servent directement sous les ordres du roi. Il existe certaines conditions spécifiques pour invoquer différents types de héros, mais elle est confiante. Ils pourront bientôt invoquer leur tout premier héros. Takuto, lui, est tout simplement surexcité. Il songe alors à l'importance du mana dans ce monde, puisque pratiquement toute action requiert cette énergie magique. Or, un royaume ne peut accumuler du mana que par le biais de ses habitants. Plus les gens sont heureux, plus ils génèrent de mana. Takuto se jure donc de faire de son royaume l'endroit le plus joyeux de toute la planète. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Kalia, un jeune paladin nommé Lonius a été choisi pour faire partie de l'équipe d'enquête envoyée dans la forêt maudite. Un paladin vétéran du nom de Virtel l'accompagne. Ce dernier adore passer le temps en agaçant Lonius, beaucoup trop rigide et formel à son goût. Virtel ne peut s'empêcher de se plaindre. Envoyer une équipe d'enquête aussi réduite, 2 paladins et quelques mercenaires, est une décision absurde selon lui. Il estime que l'Église devrait prendre plus au sérieux la prophétie de Solina. Lonius est d'accord,
Mais il sait aussi qu'on ne peut jamais deviner ce que les hauts responsables de l'Église ont en tête. Il comprend bien une chose, si la mission réussit, les récompenses seront grandes. Mais si elle échoue, il portera sûrement toute la responsabilité. De retour à Minagra, Takuto inspecte les progrès de sa jeune civilisation. Il ressent une étrange nostalgie. Il a vu cette phase initiale des civilisations des milliers de fois à travers un écran, mais c'est la première fois qu'il la vit directement, de ses propres yeux. Emel l'accompagne pour une visite des lieux. Elle lui explique que les elfes noirs ont une préférence pour les maisons perchées dans les arbres, mais que leur construction est lente en ce moment, car la priorité est donnée aux arbres de chair. Heureusement, les arbres de chair poussent bien, et les infrastructures de gestion et de stockage ont déjà été bâties. Emel ajoute ensuite qu'ils ont découvert une source d'eau douce à proximité et qu'ils testent actuellement s'il est possible d'en extraire l'eau. Quant à la recherche magique, Molter et les autres mages travaillent d'arrache-pied dans le tout nouveau bâtiment dédié à la recherche. Takuto est ravi d'apprendre tout cela, et encore plus en découvrant que les elfes prennent d'eux-mêmes des initiatives, comme la recherche de sources d'eau. Il est sincèrement heureux de voir que les elfes, qui semblaient si épuisés lorsqu'ils sont arrivés, affichent désormais des visages sereins et souriants. Lorsqu'il le fait remarquer à Emle, celle-ci se met soudain à pleurer de joie. Takuto panique un peu en la voyant fondre en larmes, mais Emle se ressaisit rapidement et reprend la visite avec calme. Elle les conduit ensuite, lui et Atu, vers la ferme des arbres de chair et leur explique qu'avec les outils que Takuto leur a fournis, ils peuvent espérer une première récolte très bientôt. Elle les mène ensuite à la fameuse source d'eau découverte par les elfes. Cependant, en approchant, elle remarque que l'ambiance a radicalement changé. L'eau est devenue sombre, presque noire, et Emle se montre déçue, pensant qu'elle n'est désormais plus utilisable. Avant qu'Atu ne puisse la détromper, Molter et Jia arrivent à leur tour pour inspecter la source. Eux aussi jugent que l'eau a l'air impropre à la consommation. Mais Atu, sans hésitation, en boit une gorgée et leur affirme que cette eau est parfaitement potable. Elle leur explique ensuite que si l'endroit semble désormais lugubre et obscur, c'est parce qu'il est devenu une partie intégrante de Minagra, grâce à une fonctionnalité appelée le territoire maudit. Takuto demande alors aux elfes de respirer profondément. À leur grande surprise, ils sentent soudain leurs esprits s'éclaircir et une énergie nouvelle envahir leur corps. Atu poursuit ses explications. Le territoire maudit confère des avantages aux créatures d'alignement maléfique et impose au contraire des malus aux êtres d'alignement neutre ou bon. Mais comme les elfes noirs font désormais partie de Minagra, ils sont considérés comme des êtres maléfiques. Ainsi, cette eau ne leur est non seulement pas nuisible, mais leur est en réalité bénéfique. Jia décide alors de boire à son tour pour confirmer les paroles d'Atu. Après avoir bu, il confirme qu'il se sent mieux. Atu conclut en affirmant que, bientôt, toute la forêt fera partie du... Cependant, Takuto trouve que cela pourrait poser problème. Le territoire maudit est bien trop voyant. Molte acquiesce, expliquant que lorsque toute la forêt sera plongée dans cette obscurité surnaturelle, leurs ennemis pourront facilement les repérer. Jia en profite pour relancer son idée de former une armée, mais Atu et Takuto le rassurent une fois encore. Ils prévoient bel et bien de faire appel à un héros. Molter admet alors qu'il ne comprend toujours pas très bien ce qu'est réellement un héros. Atu décide donc de lui enseigner par l'exemple. Soudain, des tentacules sombres surgissent de son dos, abattant sans effort les arbres alentours. Lorsqu'ils disparaissent, elle révèle calmement qu'elle est elle-même un héros. Et même si elle ne possède actuellement que 1% de sa puissance totale, elle est déjà capable d'anéantir des armées entières. Takuto, fier de son allié, annonce aux elfes stupéfaits que les héros sont vraiment extraordinaires. Ils deviennent plus forts avec le temps, même sans rien faire. Mais il change vite de sujet et reproche gentiment à Atu d'avoir coupé des arbres juste pour faire une démonstration. Il lui demande de nettoyer le désordre plus tard. Les elfes, eux, sont profondément impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. Ils déclarent que Takuto doit être un être exceptionnel pour être servi par des subordonnés aussi puissants. Ils décident alors de construire un palais digne de lui. Takuto tente de les en dissuader, expliquant qu'il n'a pas besoin de ça pour le moment. Mais les elfes refusent catégoriquement que leur roi habite dans des maisons semblables aux leurs. Atu soutient leur initiative, précisant que bâtir un palais contribuera aussi au bonheur du peuple. Finalement,
Takuto cède, leur donnant son accord. Il plaisante en disant qu'un jour, il aimerait avoir une forteresse volante, mais qu'en attendant, un palais classique fera parfaitement l'affaire. Au même moment, le groupe d'investigation mené par Lornias et Verdel avait entamé son voyage vers les forêts maudites du sud. Verdel restait insatisfait par la taille de leur escouade, ce à quoi Lornias répondit que c'était le mieux qu'ils pouvaient avoir, la majeure partie de leurs forces étant mobilisée dans le nord pour faire face à des troubles imprévus. Des créatures d'alignement maléfique étaient apparues soudainement dans cette région, attaquant et pillant plusieurs cités, forçant l'Empire à y concentrer une grande partie de sa puissance de feu. Les mercenaires qui accompagnaient l'expédition lâchèrent alors un commentaire. Ceux qui étaient partis au nord allaient clairement passer un sale quart d'heure. Ils se disaient chanceux de ne pas avoir été désignés pour cette mission. Même si la rémunération était excellente, une sorcière serait impliquée dans cette affaire. Et ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. La mention d'une sorcière éveilla la curiosité de Lornias. Cette nuit-là, il interrogea un mercenaire nommé Bargo à ce sujet. Bargo parla des rumeurs qui circulaient. Certains disaient que tous les problèmes du Nord avaient été causés par une sorcière. Mais Lornias refusa d'y croire. Selon lui, une seule personne ne pouvait pas être responsable d'autant de créatures. Bargo acquiesça. Pour lui, cela devait être l'œuvre d'un culte. Mais Verdel intervint aussitôt pour lui dire de se taire, de peur qu'il ne leur porte malheur. Agacé, Lornias s'en prit alors à Verdel. Il lui reprocha de boire, rappelant qu'ils étaient au service du dieu et qu'ils n'avaient pas le droit de se laisser aller à l'ivresse. Mais Verdel, prêt à lui opposer les textes sacrés, détourna bientôt la conversation pour charmer la serveuse qui venait de lui apporter une autre bouteille. C'est alors que Bargo demanda à Lornias pourquoi 2 paladins étaient envoyés aussi loin au sud. Il craignait que cela ne soit, encore une fois, à cause d'une sorcière. Et si tel était le cas, il voulait prendre ces hommes et s'en aller avant que les choses ne tournent mal. Lornias répondit qu'il n'en savait rien, mais Verdel intervint aussitôt. Il avait déjà recueilli quelques informations auprès de la serveuse. Selon elle, un groupe d'elfes noirs s'était récemment réfugié dans les forêts maudites, et les hauts responsables voulaient sans doute simplement régler ce problème. Soulagé, Bargo admit que les elfes noirs devaient être rapidement éliminés. Ils étaient réputés pour leur talent en matière d'assassinat et de malédiction. Lornias partageait cet avis. Si on les laissait agir librement, ils deviendraient tôt ou tard une menace sérieuse. Mais Verdel, plus détendu, lui conseilla de se calmer. Ce n'était qu'une mission de reconnaissance. Et si les choses devenaient vraiment dangereuses, il prendrait la fuite sans chercher à combattre. Cependant, Loneius reste obstinément accroché à son idée de combattre le mal partout où il le rencontre. Il affirme qu'ils ne peuvent pas fuir leur devoir en tant que paladins. Fertile lui répond qu'il devrait cesser de courir après la gloire et ne se battre que lorsque la situation l'exige, au lieu de se jeter à chaque occasion pour risquer sa vie. Il lui rappelle qu'il a une famille qui l'attend à la maison, tout comme les autres membres de la mission, et qu'ils devraient faire preuve de plus de prudence dans leurs décisions. Au même moment, à Minagra, la première récolte issue des arbres de chair est prête. Elle est déposée au centre d'un immense autel. Takuto se tient devant la récolte, sous le regard attentif de tous les elfes noirs, curieux de savoir ce qu'il va se passer. Il commence à déverser sa mana dans le tas de fruits, et soudain, celui-ci se transforme en un insecte géant. Les elfes n'en reviennent pas. Takuto vient littéralement de créer la vie à partir d'un simple amas de fruits. Atu, émerveillé, le couvre d'éloges, affirmant que cela ne représente même pas 1% de son véritable pouvoir. Elle déclare aux elfes qu'il deviendra encore plus puissant et qu'il accomplira d'autres miracles grâce à leur dévotion. Les elfes éclatent alors en acclamations enthousiastes. Plus tard, Takuto retourne sur son trône, soulagé d'avoir pu produire un monstre insecte en échange de nourriture. C'était une des fonctionnalités du jeu, mais il ne comprend toujours pas comment cela fonctionne dans ce monde réel. Atu, cependant, lui dit qu'il n'a pas besoin de trop y réfléchir, puisqu'ils viennent d'établir un moyen de produire davantage de créatures pour servir leur royaume. Elle lui annonce ensuite qu'il est temps de passer à l'étape suivante, ce à quoi Takuto acquiesce, précisant qu'il invoquera un héros dès qu'ils auront accumulé suffisamment de mana. Atu lui demande, tout excité, qui il prévoit d'invoquer. Takuto répond qu'il souhaite invoquer Ayla, la reine des insectes. Atu trouve que c'est un excellent choix.
Takuto explique alors qu'Ayla peut renforcer tous les monstres de type insecte et leur permettre de combattre en première ligne. Elle peut également produire des larves capables d'accomplir les tâches ménagères, soutenant ainsi le royaume sur tous les plans. Atu est ravi qu'il ait réfléchi sérieusement à sa décision, et Takuto lui confie qu'Ayla était le seul choix possible, car les autres héros sont trop instables. Atu est d'accord, consciente que les autres héros auraient besoin de plusieurs années de thérapie. Takuto ajoute qu'il espère pouvoir les invoquer un jour, mais certainement pas pour l'instant. Pendant ce temps, Loneius et les autres atteignent le continent noir, et ils y rencontrent rapidement leur premier adversaire, un géant des collines. Alors que Lornias commence à donner des ordres aux mercenaires pour qu'ils le soutiennent, Verdel l'interrompt et affirme qu'il n'y a nul besoin d'une telle assistance. Il s'occupera seul du monstre. Il explique qu'ils n'ont pas une seconde à perdre et que ce sera bien plus rapide s'il agit sans que personne ne se mette en travers de son chemin. D'un pas rapide, il se dirige vers le géant des collines, pointant ses épées vers lui sous les regards attentifs de ses compagnons. Verdel enchante alors sa lame d'un pouvoir sacré, et le géant attend patiemment qu'il termine avant de passer à l'attaque. Il bloque sans effort le coup massif de la massue, puis tranche l'arme d'un geste net grâce à son épée bénie. D'un bond, il s'élance vers le monstre et lui assène une série de coups rapides, le mettant à terre sans même lui laisser le temps de riposter. Il revient tranquillement vers ses troupes après avoir abattu la créature, et Lornias commence à le couvrir d'éloges, déclarant que la mission sera facile grâce à lui. Mais Verdel ne partage pas cet optimisme, et sa réserve commence à inquiéter sérieusement Lornias. Pendant ce temps, à Minagra, Takuto savoure un hamburger lorsque Atu lui suggère de manger quelque chose de plus sain. Il lui répond qu'il a mangé uniquement des plats fades et diététiques à l'hôpital, et qu'il veut désormais découvrir de nouvelles saveurs. Il s'inquiète aussi pour Atu, qui ne mange plus que des salades depuis quelques jours, mais celle-ci affirme que ce genre de repas lui convient davantage. Ils discutent ensuite de l'avancement rapide des travaux de construction, puis Takuto annonce soudain à Atu qu'elle devra invoquer Malter et les autres une fois leur repas terminé. Il lui explique que les nouveaux insectes éclaireurs qu'ils ont créés ont cartographié les environs de leur base et qu'ils comptent désormais s'occuper de l'établissement humain qui se trouve à proximité. Il commence par lui demander si cette ville ne fait pas partie du Saint Royaume de Qualia, et Atu lui répond qu'elle est presque certaine qu'il s'agit d'un territoire indépendant à l'alignement neutre. Soulagé, Takuto se réjouit. Cela signifie qu'ils peuvent tenter une négociation, et il espère que tout se passera bien lors de leur interaction. Il affirme qu'il devrait être tranquille pour l'instant, mais Atu plaisante en disant qu'il va porter malheur à tout le monde en parlant ainsi. Alors que Lornias commence à donner des ordres aux mercenaires pour qu'ils le soutiennent, Verdel l'interrompt et affirme qu'il n'y a nul besoin d'une telle assistance. Il s'occupera seul du monstre. Il explique qu'ils n'ont pas une seconde à perdre et que ce sera bien plus rapide s'il agit sans que personne ne se mette en travers de son chemin. D'un pas rapide, il se dirige vers le géant des collines, pointant ses épées vers lui sous les regards attentifs de ses compagnons. Verdel enchante alors sa lame d'un pouvoir sacré, et le géant attend patiemment qu'il termine avant de passer à l'attaque. Il bloque sans effort le coup massif de la massue, puis tranche l'arme d'un geste net grâce à son épée bénie. D'un bond, il s'élance vers le monstre et lui assène une série de coups rapides, le mettant à terre sans même lui laisser le temps de riposter. Il revient tranquillement vers ses troupes après avoir abattu la créature, et Lornias commence à le couvrir d'éloges, déclarant que la mission sera facile grâce à lui. Mais Verdel ne partage pas cet optimisme, et sa réserve commence à inquiéter sérieusement Lornias. Pendant ce temps, à Minagra, Takuto savoure un hamburger lorsque Atu lui suggère de manger quelque chose de plus sain. Il lui répond qu'il a mangé uniquement des plats fades et diététiques à l'hôpital, et qu'il veut désormais découvrir de nouvelles saveurs. Il s'inquiète aussi pour Atu, qui ne mange plus que des salades depuis quelques jours, mais celle-ci affirme que ce genre de repas lui convient davantage. Ils discutent ensuite de l'avancement rapide des travaux de construction, puis Takuto annonce soudain à Atu qu'elle devra invoquer Malter et les autres une fois leur repas terminé. Il lui explique que les nouveaux insectes éclaireurs qu'ils ont créés ont cartographié les environs de leur base et qu'ils comptent désormais s'occuper de l'établissement humain qui se trouve à proximité. Il commence par lui demander si cette ville ne fait pas partie du Saint Royaume de Qualia, et Atu lui répond qu'elle est presque certaine qu'il s'agit d'un territoire indépendant à l'alignement neutre. Soulagé, Takuto se réjouit.
Cela signifie qu'ils peuvent tenter une négociation, et il espère que tout se passera bien lors de leur interaction. Il affirme qu'il devrait être tranquille pour l'instant, mais Atu plaisante en disant qu'il va porter malheur à tout le monde en parlant ainsi. Vertal s'énerve à nouveau contre lui, affirmant qu'il y a des moments où certains secrets doivent être révélés. Cela irrite encore davantage Lornias, car même un haut paladin comme Vertal n'a pas l'autorité nécessaire pour divulguer une prophétie divine sans l'approbation des instances supérieures. Pendant ce temps, Vertal insiste une fois de plus pour que Atu les laisse pénétrer dans la forêt, ne serait-ce que pour un bref repérage. Mais l'attitude de la jeune femme change soudainement. Elle leur répond qu'ils ne trouveront rien qui vaille leur temps à l'intérieur. Elle leur ordonne de rebrousser chemin immédiatement, ce qui provoque la colère de Lornias. Comment une elfe noire ose-t-elle défier une prophétie envoyée par Dieu? Il sent alors que l'air autour de Atu devient étrange, presque menaçant, et il est convaincu qu'il y a bel et bien quelque chose de maléfique à l'intérieur de cette forêt, quelque chose qu'ils doivent élucider. Cependant, Vertal semble plus enclin à négocier. Il demande à Atu de jurer devant Dieu qu'il n'y a aucune menace contre le saint royaume de Qualia dans cette forêt. Atu jure alors, sur son propre Dieu, que c'est eux, elle et les siens, qui craignent davantage Qualia. Vertal, satisfait de sa réponse, déclare que leur mission s'arrête ici et qu'ils battent en retraite. Lornias, furieux, refuse de l'accepter. Il affirme que cette femme cache clairement quelque chose et que Vertal ne peut pas ignorer cela. Vertal le traite de lâche sans foi, l'accusant de projeter ses propres peurs sur lui. Il ajoute qu'ils n'ont rien trouvé et que cela conclut leur enquête. Il commence à s'éloigner, mais Lornias n'a pas l'intention de le laisser prendre les décisions. Il lui retire son autorité de haut paladin, l'accusant d'avoir révélé une prophétie à l'ennemi et d'avoir abandonné sa mission sacrée. Il ordonne alors aux mercenaires de se diriger vers la forêt pour confirmer quelle abomination s'y cache. Et Bargo approuve, car après tout, c'est Lornias qui signe les chèques. Atu les supplie de ne pas entrer, mais Lornias ordonne à ses hommes de la capturer, malgré les avertissements de Vertal. Atu pousse un long soupir, constatant que les négociations ont échoué. Quelques secondes plus tard, les mercenaires sont tous empalés sur des pics sortis du sol, comme des brochettes fraîchement préparées. Lornia, quant à lui, fut assommé dès le début et ne se souvient même pas de ce qu'il s'est passé. Seul Vertal a tout vu. Horrifié, il s'écrie que ce à quoi ils font face est une sorcière. Atu efface alors rapidement son déguisement. Elle déplore que la conversation ait si bien commencé et que tout ait dû se terminer ainsi. Les mercenaires restants, tout comme Lonius, étaient complètement bouleversés par la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Verdil ordonna à Bargo d'envoyer immédiatement quelqu'un pour transmettre un message. Mais Bargo lui rappela que tous leurs messagers avaient été tués lors de l'attaque précédente, avant de rire bruyamment en désignant Atu, disant que c'était elle, la calamité qu'il cherchait depuis le début. Avec un sourire provocateur, Atu leur annonça qu'il l'avait enfin trouvée et leur demanda ce qu'ils comptaient faire maintenant. Alors que la plupart d'entre eux perdaient leur sang-froid, Verdil leur hurla de se ressaisir. Ils étaient bien trop engagés pour faire marche arrière à présent. Il commanda à ses hommes de se préparer au combat, regrettant que les choses aient dégénéré ainsi. Un avis que Atu partageait pleinement. Elle rejeta toute la faute sur cet imbécile à la coupe au bol, dont la foi aveugle lui avait fait croire que ses croyances étaient plus importantes que tout le reste. Et elle annonça que l'heure était venue pour lui de payer le prix de ses erreurs. Verdil, ne voulant pas lui laisser davantage de temps, ordonna aux archers de tirer les premiers. Mais pour Atu, arrêter leurs flèches n'était qu'un jeu d'enfant. Et peu à peu, son côté guerrière avide de combat commença à émerger. Pris de panique, Lonius demanda à Verdil ce qu'était exactement une sorcière. Ce dernier répondit qu'il aurait dû en parler à tout le monde avant le début de la mission, même si cela aurait enfreint certaines règles. Il expliqua que les sorcières étaient des monstres de niveau catastrophe, prophétisés par les saints, et officiellement classés comme la plus grande menace pour le royaume par les plus hauts responsables de l'Église. Le désastre survenu dans le Nord était en réalité causé par une sorcière, et il était convaincu que la femme devant eux en était une aussi. Atu, lassé par toutes ces discussions, leur lança un ultimatum. Soit ils attaquaient,
soit elle passerait à l'attaque. Verdil ordonna alors à ses mercenaires de se replier. Seuls lui et Lonius pouvaient encore espérer l'affronter. Il demanda à Lonius de suivre ses mouvements et tous deux s'enchantèrent de pouvoirs sacrés avant de foncer droit sur elle. Atu déploya ses tentacules, persuadé qu'il ne pourrait pas la battre. Mais le pouvoir sacré conférait au paladin un avantage certain contre les créatures aux attributs maléfiques. Grâce à cela, ils réussirent à trancher plusieurs de ses appendices. Surprise par l'efficacité de leurs attaques, Atu fut momentanément déstabilisée. Et alors qu'elle se perdait dans un monologue intérieur, Verdil en profita pour l'attaquer de front. Elle perdit encore un tentacule. Loniu tranche à son tour un autre tentacule, et Verdil, confiant, déclare que s'ils parviennent à couper les deux derniers, la victoire leur appartient. Mais Atu est désormais furieuse. Soudain, elle saisit deux mercenaires en otage, convaincue que les paladins n'oseront plus l'attaquer. Cependant, Verdil est déterminée à l'éliminer avant qu'elle ne devienne une menace plus grande pour le royaume. Il dit à Lonius qu'ils vont attaquer malgré tout. Atu ne s'attendait pas à ça. Elle est véritablement surprise lorsque les paladins transpercent les otages en même temps que ses tentacules. Ils croient que c'est terminé, que la victoire est à portée de main. Mais ils ont été dupés depuis le début. Atu révèle son jeu. Elle déclenche l'acte final. En un instant, une nuée de tentacules jaillit pour transformer Verdil en hérisson humain, avant même que Lonius ne comprenne ce qui se passe. Verdil, ensanglanté, parvient à dire à son camarade de fuir. Mais Atu lui transperce la tête, le tuant sur le coup. Elle se vante alors. Elle n'avait jamais eu seulement 6 tentacules. Elle peut en invoquer autant qu'elle le désire. Cette révélation laisse Lonius plus abasourdi encore. Il comprend enfin son erreur. Ils ne peuvent pas gagner. Il ordonne alors aux mercenaires de fuir et de se disperser dans toutes les directions. Il suffit qu'un seul d'entre eux survive et ramène la nouvelle au royaume. Atu fulmine en les voyant s'échapper, mais elle remarque que Lonius est resté. Il est prêt à sacrifier sa vie dans un ultime assaut désespéré. Il l'attaque, mais contre toute attente, Atu bloque son coup avec l'épée sacrée. Il ne comprend pas. Comment est-ce possible? Atu lui révèle alors qu'elle a volé la capacité d'utiliser le pouvoir sacré à Verdil, ainsi que toutes les techniques qu'il avait mis des années à perfectionner. Elle commence à le repousser, tout en parlant de sa famille, expliquant qu'elle a aussi absorbé les souvenirs et les émotions de Verdil. Choquée, Lonius l'écoute alors qu'elle poursuit. Non seulement Verdil était incroyablement talentueux, mais il tenait profondément à chacun des membres de son groupe jusqu'à son dernier souffle. Elle lui demande alors « Comment te sens-tu maintenant que tu réalises que Verdil est mort à cause de ton stupide orgueil ?» Lonius répond que la volonté de Verdil est toujours en vie. Il ajoute que les mercenaires transmettront le message, quand tout à coup, des hurlements retentissent de toutes parts. Atu ricane, lui révélant qu'elle a ordonné aux elfes noirs de ne laisser échapper personne, pas un seul. À ces mots, Lonius perd totalement la raison. Il se jette sur elle dans une rage folle, mais il ne peut rien faire. Atu ne le tue pas tout de suite non plus. Elle le suspend la tête en bas, le laissant se vider peu à peu de toute volonté, tandis qu'elle remplit son cœur de peur et de regret. Elle lui dit que s'il avait écouté Verdil et s'était enfui, il aurait pu retourner auprès de sa famille et vivre heureux à leur côté. Mais il a fait le mauvais choix, et désormais, l'avenir prendra une tournure bien différente. Elle lui annonce qu'il va mourir ici, et qu'après ça, elle traquera sa famille pour les tuer. Elle ajoutera à cela les populations innocentes de toutes les villes et villages que son groupe a traversés. Pour rien, juste pour le plaisir. Et c'est Lonius qui en portera toute la responsabilité. Atu lui dit que son roi lui a appris que la vie est finie dès que les autres commencent à vous mépriser. Et pour s'assurer que plus jamais personne ne la regarde de haut, elle déclare qu'elle tuera des millions de personnes sans raison et que tout le monde haïra Lonius pour cela. Son esprit vole en éclats. Brisé, détruit, Lonius la supplie d'arrêter. Mais Atu se met à rire doucement, presque joyeusement,
lui disant qu'il devait être un homme pieux, patriote, attaché à sa famille, et qu'elle déteste ce genre de personnes, trop sûres de leur justice. Elle lui dit de bien observer le massacre depuis sa petite place au paradis, et Lonius la supplie à nouveau, en larmes. Cette fois, Atu le déchire sans la moindre hésitation, mettant fin à son supplice. Peu après, elle se tient solennelle au bord de la falaise, contemplant ses actes et le futur. À ses pieds, l'anneau de mariage de Lonius repose dans une flaque de sang. C'est alors que Gia et quelques elfes noirs la rejoignent, lui annonçant qu'ils ont éliminé tous les mercenaires, comme elle l'avait demandé. Elle leur dit qu'elle est satisfaite et qu'ils peuvent gérer le nettoyage. Elle, de son côté, s'apprête à rentrer. Mais avant qu'elle ne parte, Gia lui pose une question. Hésitant, il lui demande si elle compte vraiment mettre à exécution tout ce qu'elle a dit à Lonius. Atu semble sérieuse un instant, puis reprend son sourire habituel. Elle répond que bien sûr que non. Elle se dit pacifiste et qu'elle faisait tout ça juste pour s'amuser, pour torturer Lonius psychologiquement. Elle déclare ensuite qu'elle doit se rendre immédiatement auprès de Takuto, car elle a un rapport urgent à lui transmettre. Le rapport concerne la présence d'une autre sorcière dans le Nord, et c'est un terme nouveau pour eux deux, car il n'y avait aucune unité appelée sorcière dans le jeu. Takuto comprend alors que ce monde n'est pas exactement celui du jeu, et Atu confirme. Bien que certains éléments soient similaires, le reste est très différent. Cependant, elle se dit confiante. Ils peuvent tirer avantage de ces différences. Takuto ne voit pas très bien ce qu'elle veut dire, alors elle lui explique que, dans ce monde, au lieu d'absorber uniquement les compétences de ses adversaires, elle peut aussi absorber une partie de leurs souvenirs, ce qui sera certainement très utile. Avec enthousiasme, Atu lui révèle qu'elle a déjà obtenu quelques informations sur l'état du royaume de Qualia, grâce aux 2 paladins qu'elle a tués. Elle explique qu'actuellement, Qualia est occupée à gérer les troubles dans le nord, ce qui signifie qu'ils ne feront probablement pas attention à eux pour l'instant. Cependant, la disparition complète de leur équipe d'exploration va sûrement éveiller des soupçons. Takuto pense que, même si Qualia décide d'agir, ils devront être extrêmement prudents, car ils ignorent encore la nature de la menace. Il ne s'inquiète pas particulièrement pour eux, mais il est très intrigué par la sorcière du Nord. Il demande à Atu ce qu'elle a appris d'elle dans les souvenirs des paladins, et elle répond qu'il n'y avait aucune information claire. La seule chose dont elle est certaine, c'est que la sorcière a causé des dégâts à l'échelle militaire dans le Nord. Puis, soudain, elle se souvient qu'elle connaît aussi le nom de la sorcière. Hirokino, la sorcière gloutonne. Cette révélation éveille la curiosité de Takuto. Il pense que si une seule sorcière peut infliger des dégâts militaires à un pays, alors elle est peut-être, comme eux, venue de la Terre. Selon lui, elle est du même niveau que les unités héroïques dans le jeu, et il conclut qu'ils doivent se méfier d'Hirokino, la considérer comme une ennemie potentielle. Atu affirma que la sorcière était clairement une créature d'alignement maléfique, tout comme eux, et proposa qu'ils essaient d'entrer en contact avec elle. Mais Takuto rejeta aussitôt cette idée, lui rappelant qu'il était rare que des espèces maléfiques entretiennent de bonnes relations entre elles. Atu soupira, jugeant que la situation devenait de plus en plus compliquée. Takuto, lui conseilla de se détendre. La sorcière était encore loin, et même si elle se révélait être une ennemie, ils auraient largement le temps de s'y préparer. Cette discussion les amena au sujet de l'invocation d'un héros. Takuto déclara qu'ils allaient peut-être devoir reconsidérer le choix du héros à invoquer. Il avait initialement pensé à faire appel à la reine des insectes, Ayla, mais il se demandait désormais s'il ne valait pas mieux invoquer un héros plus axé sur le combat. Parallèlement, il pensait également qu'il fallait revoir leur stratégie vis-à-vis des autres pays environnants. Il annonça à Atu qu'il avait décidé de se lier d'amitié avec le territoire indépendant à l'Est, car ils auraient besoin d'alliés si Qualia venait à leur déclarer la guerre. Atu exprima des doutes, estimant que ce serait difficile, même si ce pays de lait était d'alignement neutre. Mais Takuto restait confiant. Tant qu'ils avaient quelque chose de précieux à offrir,
leur proposition serait écoutée. Il proposa donc d'envoyer dès maintenant une mission d'exploration vers ce pays de l'Est, pendant qu'ils continuaient à renforcer leurs forces. Atu accepta de mettre ce plan à exécution. Pendant ce temps, dans un autre pays, les hommes bêtes livraient bataille contre des monstres maléfiques qui ne cessaient d'attaquer leur cité. À leur tête, une vieille magicienne puissante à l'allure de vache résistait vaillamment. Elle venait à peine de repousser une vague de monstres qu'une nouvelle surgissait, la poussant à se demander ce qui se passait réellement. De retour à Minegra, Atu se mit en route pour accomplir les ordres de Takuto, mais elle s'arrêta en chemin, visiblement nerveuse. Elle confessa qu'elle avait peut-être été un peu trop brutale avec les paladins et craignait d'avoir déplu à Takuto, qui était sincèrement attaché à la paix. Mais celui-ci la rassura. Rien de ce qu'elle ferait ne pourrait jamais l'offenser. Pendant un bref instant, Atu crut apercevoir la silhouette du roi de la ruine, tout de noir vêtu, à la place de Takuto. Puis, elle recommença à fondre pour lui jurant qu'elle exécuterait chacun de ses ordres avec la plus grande dévotion. Après une longue semaine de travail acharné mené par les elfes noirs, le nouveau palais de Takuto se dressa enfin, achevé. Ses hautes flèches et ses sculptures d'une finesse exquise coupaient le souffle, et ni Takuto ni Atu ne purent cacher leur émerveillement. En pénétrant à l'intérieur, le regard d'Atu se promena sur les somptueuses décorations. Malgré les nombreux défis qui les attendaient encore, elle eut le sentiment que c'était ici que leur véritable histoire allait commencer. Takuto acquiesça, ajoutant que, lorsqu'ils auraient un peu de temps libre, ils pourraient même songer à agrandir encore le palais. L'enthousiasme d'Atu déborda. Elle s'imaginait déjà un futur où le royaume de Takuto serait servi par les plus grands héros du pays. Mais son élan s'interrompit brusquement lorsqu'elle réalisa soudain qu'elle avait complètement oublié de désigner quelqu'un pour s'occuper de Takuto. Elle se mit immédiatement à se traiter de servante indigne, mais Takuto, avec douceur, lui dit qu'elle se jugeait trop sévèrement. Cherchant à se rattraper, Atu lui demanda s'il avait une demande particulière pour un serviteur. Takuto hésita, puis avoua qu'il voulait simplement quelqu'un avec qui il serait facile de discuter. Ses faibles aptitudes sociales l'avaient empêché de communiquer aisément avec les elfes noirs, et il s'était senti seul. Atu lui adressa un sourire déterminé pour le rassurer. Elle avait une idée, mais le cœur de Takuto se serra. Il savait par expérience que rien de bon ne sortait lorsque Atu s'animait autant. Et en effet, quelques minutes plus tard, Malter, Gia et Emily firent leur entrée dans la salle du trône, s'exprimant en son nom. Atu se tourna vers Malter et, sans la moindre hésitation, lui ordonna de rassembler toutes les petites filles des environs, car le roi Takuto les veut. Ces mots figèrent Takuto et Malter sur place, horrifiés par la façon dont cela sonnait. En réalité, son idée était de faire passer du temps aux filles avec Takuto pour qu'ils puissent s'exercer à communiquer. Mais Malter, inquiet, demanda malgré tout pourquoi il fallait donner un ordre pareil. Atu expliqua, avec un sérieux imperturbable, que c'était parce que le roi Takuto aime les petites filles. Les elfes noirs restèrent pétrifiés, priant pour que cela ne signifie pas ce qu'ils redoutaient. Takuto enfouit son visage dans ses mains, regrettant amèrement d'avoir confié cette affaire à Atu. Finalement, la tension retomba lorsque celle-ci précisa que le roi avait simplement besoin d'un enfant à ses côtés pour l'assister dans ses tâches quotidiennes. Les elfes furent soulagés, bien que perplexes quant à la nécessité que ce soit une fille plutôt qu'un garçon. Cette fois, Takuto répondit lui-même. Il expliqua que c'était pour préparer l'avenir. Dans ce royaume, les hommes recevaient toujours les opportunités et il voulait donner aux femmes la possibilité de briller elles aussi. Les elfes noirs, impressionnés par sa vision, louèrent la clairvoyance de leur roi. Takuto poussa un soupir de soulagement. L'histoire à propos des hommes et des femmes n'était qu'un simple prétexte. Il était simplement heureux qu'ils y aient cru. Il ne voulait pas qu'ils sachent que la véritable raison était qu'il était maladroit et asocial. L'affaire réglée, Atu ordonna aux elfes d'amener leurs plus belles jeunes filles pour servir le roi Takuto. Takuto commença à ressentir une certaine excitation, pensant que cela pourrait l'aider à surmonter sa timidité. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque, à peine arrivés, toutes les jeunes elfes se mirent à pleurer. Voyant que Takuto s'irritait de ses pleurs incessants, Atu appela immédiatement Malter et le réprimanda sur la faiblesse des enfants de son pays.
Tout ce que Malter put faire, ce fut de présenter ses excuses. Puis Jia se tourna vers lui et lui demanda s'il avait amené les jumelles devant le roi Takuto. Malter répondit rapidement qu'il ne l'avait pas fait, car amener ces deux-là devant le roi serait un manque de respect. Atu, ayant entendu cela, devint intrigué et demanda de quoi il parlait. Malter expliqua que, dans leur ville, il y avait 2 sœurs jumelles sans famille. Elles étaient certes sages, mais il estimait qu'elles ne seraient pas adaptées pour servir d'attendantes au roi. Atu fronça les sourcils. Des jeunes filles aussi sages semblèrent pourtant parfaites pour assister le roi Takuto. Quoi qu'il en soit, elle ordonna de les faire venir afin qu'ils puissent décider eux-mêmes de les garder ou non. Malter allait partir les chercher, mais Jia déclara qu'il l'avait déjà devancé. Il expliqua qu'il les avait déjà appelés, pensant que le roi souhaiterait les rencontrer en personne. Sur ce, Atu lui demanda de les faire entrer immédiatement. Peu après, 2 adolescentes elfes pénétrèrent dans la salle et se présentèrent sous les noms de Maria et Karia. Takuto les salua nerveusement. Atu, quant à elle, les observa d'un regard froid et sentit rapidement qu'elles avaient connu un passé sombre. Elle remarqua des lésions sur la peau de Karia et lui demanda comment elle les avait eues. Karia expliqua qu'elle provenait d'une maladie. Le roi Takuto lui exprima sa compassion, mais Karia lui répondit de ne pas la plaindre, affirmant que c'était ce qu'elle méritait. L'ancien Malter supposa que le roi voudrait plus de précision et s'empressa d'expliquer. Les lésions avaient été causées par une épidémie, bien que Karia soit désormais complètement rétablie. Les cicatrices, elles, restaient. Quant à Maria, elle aussi avait traversé des épreuves profondément traumatisantes. Lorsque Atu demanda ce qui s'était passé, les yeux de Maria se glacèrent et elle déclara qu'elle avait mangé sa propre mère. Atu en resta stupéfaite et tourna rapidement son regard vers Malter pour obtenir une explication. Celui-ci expliqua d'une voix tremblante que leur mère était une femme dont tout le clan était fier et que le choix avait été d'une difficulté extrême. Takuto comprit aussitôt. Après avoir été chassés de leur foyer, les elfes noirs avaient dû voyager loin et longtemps, sans équipement ni provisions. En chemin, ils avaient affronté de nombreuses épreuves, dont la famine. Sans autre solution, leur mère s'était offerte en sacrifice et ils avaient dû la manger pour survivre. Atu fut impressionné de voir ces 2 jeunes filles se tenir là, sans crainte, malgré leur passé. Puis, Maria s'avança tranquillement vers Takuto et engagea la conversation avec lui. Takuto lui demanda si elle accepterait de prendre soin de lui et elle répondit positivement. À cet instant, Takuto la désigna comme candidate à la direction de leur grande Minegra. Atu resta bouche bée de voir Takuto discuter normalement avec Maria, sans maladresse. Quant à Karia, Takuto lui demanda si elle accepterait également le poste. Elle répondit, un peu nerveusement, qu'elle avait le devoir de rester auprès de sa grande sœur. Si Maria était ici, alors elle ferait de son mieux pour travailler à ses 6 côtés. C'était suffisant pour Takuto. Il accepta donc de faire des 2 sœurs ses assistantes. À cette annonce, Atu leur rappela que c'était désormais leur devoir de veiller sur le roi Takuto, quelles que soient les circonstances. Environ 1 heure après le départ des 2 filles, Malter s'agenouilla devant Takuto et lui dit qu'il avait quelque chose d'important à lui révéler. Il expliqua que, depuis la perte de leur mère, aucune des 2 ne versait plus la moindre larme, pas même une seule fois. Takuto en frissonna de stupeur. Malter ajouta que leur cœur s'était fermé depuis ce jour et le supplia de veiller sur elle avec tolérance et compassion. Plus tard, dans la journée, les filles se montrèrent bien plus maladroites qu'ils ne l'avaient imaginé. Après avoir renversé de l'eau sur Takuto pour la 3e fois de la journée, Atu entra, visiblement déçue de leur gaucherie. Mettant cela de côté, elle leur annonça qu'une réunion allait avoir lieu. Elle voulait que Maria et Karia y assistent et les avertit de ne causer aucun problème. Dans la salle de réunion, Émilie présenta son rapport sur l'avancement du chantier en cours. Elle commença par annoncer que, maintenant que le palais du roi était achevé, il disposait de beaucoup de main-d'œuvre libre. Leur approvisionnement en bois était stable et ils possédaient également de nombreuses autres ressources. Compte tenu de tout cela, elle estimait qu'ils pouvaient commencer à construire une nouvelle installation. Atu approuva et lui ordonna de lancer la construction d'une clinique. C'était en réalité une idée de Takuto, car elle garantirait la santé et la sécurité de leurs citoyens. Conformément aux instructions, Émilie affirma qu'elle commencerait immédiatement les travaux. Le point suivant à l'ordre du jour concernait l'état des ressources.
Atu demanda qui en était responsable et Emily se leva à nouveau, déclarant qu'elle s'en occupait également. Atu leva les yeux au ciel, se disant qu'il leur faudrait vraiment davantage de personnel. Malgré cela, Emily rapporta que leurs réserves de nourriture et de matériaux étaient stables. Grâce au roi Takuto, ils pouvaient désormais fournir les produits de première nécessité qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes. Cependant, comme ce processus nécessitait de la mana, l'équilibre entre l'apport et la consommation devait encore être amélioré. Atu déclara que l'utilisation de mana pour une production d'urgence était pratique et qu'il continuerait à le faire puisqu'il s'agissait d'une dépense nécessaire. Mais ils devraient désormais concentrer leurs efforts sur la construction et la recherche afin d'augmenter la production de mana. Elle souhaita donc bon courage à Emily pour gérer également cet aspect. Puisque le sujet était la mana, Atu passa aux avancées de la recherche. Malter prit la parole, annonçant que lui et son équipe avaient achevé leurs recherches sur la magie militaire. Pour l'instant, il était le seul de son clan à pouvoir l'utiliser. Mais avec un entraînement adapté, il était persuadé que ses subordonnés sauraient la maîtriser eux aussi. Il pensait également que l'utilisation de la mana résiduelle et instable provenant du palais pour lancer des sorts puissants serait importante pour leur avenir. Cependant, compte tenu des politiques de Takuto, il doutait que cela soit utilisé fréquemment. Atu approuva, affirmant que, si la magie militaire était utile en combat, elle n'avait aucune utilité dans les affaires domestiques. Pour la recherche, elle voulait continuer comme prévu et se concentrer sur les 6 grands éléments de l'arbre magique. À ce stade, il n'y avait aucune raison d'explorer autre chose. Takuto partagea son avis. Bien que cette approche puisse les rendre déséquilibrés en matière de magie, il estimait que se spécialiser dans un domaine précis serait le meilleur choix pour eux. Enfin, le chef de l'armée donna son rapport. Jia se leva et annonça qu'ils avaient ajouté 5 nouveaux insectes aux longues pattes. Alors, ces insectes étaient principalement chargés d'explorer les terres inexplorées autour des terres maudites. Cependant, contrairement à l'intérieur des terres maudites, la région au-delà de la forêt était composée principalement de plaines. Comme leur priorité était de rester discrets, ils ne pouvaient pas mener d'investigation audacieuse pour l'instant. En entendant cela, Atu rappela que le roi Takuto avait déjà reçu un rapport détaillé sur leurs environs. Compte tenu de la nécessité de rester discret, elle ordonna à Jia d'affecter tous les insectes aux longues pattes à la surveillance des frontières. Elle voulait qu'il se concentre exclusivement sur cette tâche, lui assurant qu'elle pouvait se charger elle-même de la défense pour l'instant. Sa rencontre avec les paladins en était la preuve, et Jia pouvait en témoigner. Changeant de sujet, Atu annonça qu'ils avaient officiellement décidé de produire un nouveau héros. Takuto déclara alors qu'il avait choisi d'invoquer Isla, la reine des insectes. Cette annonce fit frissonner toute l'assemblée. Atu demanda à l'équipe des ressources si elle disposait des matériaux nécessaires pour invoquer Isla. Malter s'avança personnellement pour annoncer qu'ils avaient déjà rassemblé suffisamment de bois et de vivres, et que tout avait été transporté sur le site rituel. Takuto comprit alors que tout ce qui leur manquait, c'était la mana. Sur ce, l'ordre du jour de la journée étant épuisé et Takuto n'ayant rien d'autre à ajouter, la réunion fut levée. En sortant de la salle, Maria glissa et fit tomber tous les documents de la réunion. Karia voulut l'aider, mais déchira accidentellement l'un d'entre eux. Elles se tournèrent toutes deux vers Takuto pour s'excuser, mais il ne se mit pas en colère. Il se contenta de dire que ce n'était rien. Un instant plus tard, Maria s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il n'avait tué personne, alors qu'il était censé être un roi maléfique. Karia ajouta à son tour la question de savoir pourquoi un roi maléfique comme lui leur montrait de la clémence. Maria semblait même contrariée par sa gentillesse. Takuto comprit qu'elle s'était trompée sur son compte et décida de leur expliquer. Il commença par dire qu'une bonne personne ne pouvait faire que ce qui était juste. Elle ne pouvait pas tuer ni blesser les autres. Quant à une mauvaise personne, les filles supposèrent qu'il s'agissait de quelqu'un toujours enclin à faire le mal, mais Takuto leur dit que ce n'était pas vrai. Un véritable méchant faisait simplement tout ce qu'il voulait. Il était libre de faire aussi bien le mal que le bien. Ils peuvent croire en ceux qu'ils estiment justes et ignorer l'opinion des autres. C'est pourquoi Takuto pense qu'il n'y a aucun mal à se montrer bienveillant envers les deux filles. Puis, soudain, il réalise quelque chose. Leur maladresse était volontaire. Elles cherchaient à le mettre suffisamment en colère pour qu'il les tue.
Takuto trouva déchirant qu'elle soit incapable de se pardonner d'avoir survécu au prix de la vie de leur mère et qu'elle cherche désormais la mort comme une forme de délivrance. Il quitta son trône et s'assit plus près d'elle. Il leur rappela qu'elles étaient encore en vie aujourd'hui parce que leur mère avait fait ce qu'elle devait faire pour les protéger. Les filles reconnurent qu'elles le savaient, mais affirmèrent que vivre restait une torture pour elles. Les dernières paroles de leur mère avaient été de continuer à vivre. Takuto leur répéta qu'elles étaient ici parce que l'amour de leur mère avait triomphé du destin lui-même. Il leur caressa la tête et leur dit qu'elles devaient vivre comme elles l'entendaient, afin que cet amour soit récompensé. À ces mots, les filles éclatèrent en sanglots et le serrèrent fort dans leurs bras, chacune d'un côté. 1 heure plus tard, Atu entra et fut surprise de voir les jumelles endormies sur la même chaise que Takuto. Elles étaient clairement plus proches de lui qu'auparavant. Passant outre cette scène, elle demanda à Takuto de venir dans la salle de réunion pour lui présenter son rapport. Son rapport portait sur une ville de Thorngon, une nation composée principalement d'humains et d'hommes-bêtes. La ville se nommait Dragonten. Cette nation fonctionnait sous un régime parlementaire dirigé par des chamans connus sous le nom de porteurs de bâtons. Takuto nota qu'un pays aussi multiracial mêlerait de nombreuses cultures et idéologies, ce qui rendait la diplomatie prometteuse. Cependant, il se demanda pourquoi ils auraient bâti une ville ici. Cela coûterait cher de maintenir le commerce et la distribution des marchandises. Atu expliqua alors qu'il y avait une mine de veines de dragon dans la ville. Une telle mine pouvait produire de la mana, et elle pensait donc qu'il devait la sécuriser au plus vite. Cependant, Dragontin semblait en état d'alerte maximale. Il ne l'avait observée qu'à distance, mais avait vu qu'elle était attaquée par des barbares tels que des ogres et des gobelins. Les défenseurs semblaient en difficulté et ne recevaient aucun renfort. Si la ville était assiégée, Atu estima qu'il y avait de fortes chances que des réfugiés fuient. Les accueillir pourrait grandement augmenter la population de Minegra. Avec cette idée en tête, ils décidèrent d'envoyer des diplomates vers la ville de Thorngon. Takuto ordonna alors à Atu de constituer immédiatement une délégation. Mais sur la route menant à la cité, le groupe d'Atu croisa une bande de peaux de bêtes au beau milieu des terres sauvages, et la tension monta d'un cran. Tonukapoli, leur chef, était terrifié par Atu et ses compagnons. L'ombre si dense qui s'accrochait à eux en faisait presque une matière palpable. Elle s'efforçait de garder son calme, car ces hommes, paralysés par la peur, risquaient à tout moment de réagir violemment. Et dans ce cas, ils seraient tous anéantis sur le champ. Atu, de son côté, avait reçu des ordres stricts de garder Minara secrète, et elle se préparait déjà à effacer tous les témoins. Mais Pépé, bien trop inconscient du danger, osa lui demander son nom et engagea la conversation avec une désinvolture si effarante qu'elle en resta interdite. Ce geste imprévu la poussa, pour l'instant, à suspendre son intention meurtrière. Avec le temps, les deux groupes parvinrent à une entente, et Atu découvrit que la troupe de Tonu était en réalité une délégation envoyée par Dragontan. Ce fut une aubaine, car elle évitait ainsi un voyage inutile. Elle invita donc Tonu et ses compagnons à rencontrer le roi de Minara. Tonu demeurait nerveuse. Un souverain capable de commander à une femme aussi redoutable qu'Atu devait être terrifiant. Et lorsqu'elle se retrouva face à Takuto, ce fut pire qu'elle ne l'avait imaginé. Tout ce qu'elle percevait n'était qu'un gouffre sans fond, une obscurité infinie. Elle commençait sérieusement à regretter son choix. Mais avant leur rencontre avec Atu, leur groupe avait déjà subi l'assaut d'un géant dans les terres désolées. Pépé, l'un des porteurs de bâtons, avait alors utilisé la magie de l'herbe pour localiser le monstre et l'attirer à terre. Hélas, avec un discernement limité, il n'eut pas l'idée de l'achever. Au lieu de cela, il grimpa sur sa poitrine et réclama des applaudissements pour son exploit. Sans surprise, le géant se libéra et projeta Pépé au loin. Juste avant qu'il ne soit écrasé, Tonu intervint, mêlant magie de l'herbe et magie de la terre pour plaquer le colosse contre un rocher. Elle ordonna aussitôt à ses hommes de l'achever. Puis elle se retourna et frappa Pépé à la tête avec colère, lui ordonnant d'arrêter de se comporter comme un idiot. En tant que seul porteur de bâton de rang inférieur, des vies pouvaient un jour dépendre de ses décisions. Pépé jura de faire de son mieux, mais il semblait ne pas saisir la gravité de son rôle. Si les géants continuaient de frapper Dragontan, ce n'était qu'une question de temps avant que la cité ne soit anéantie. Et ils ignoraient encore tout de ceux qui provoquaient ces attaques.
Leur unique piste venait d'une rumeur parlant d'une calamité qui serait apparue dans les terres maudites. Tonu avait donc décidé d'enquêter, elle l'avait entraîné avec elle, et à présent, elle regrettait ce choix. Un seul faux pas de sa part pouvait les faire tous exécuter. Peu après, Pépé s'écria brusquement et demanda à Takuto de devenir son ami. Tanukapoli paniqua aussitôt. Parler d'une manière aussi familière à un roi pouvait valoir la peine capitale. Elle s'excusa précipitamment et tenta de couvrir son écart. Mais à sa stupéfaction, Takuto sembla au contraire ravi de la proposition et déclara qu'il serait heureux d'être son ami. Plus tard, un banquet d'accueil fut préparé pour Pépé et la délégation de Tanukapoli. Une fois tout le monde assis, Maria et Karia apportèrent à chacun un verre de jus de pomme. Tonu y trempa les lèvres et resta saisie. Jamais elle n'avait goûté à une boisson aussi exquise, et la qualité du verre surpassait l'ouvrage du meilleur artisan du continent. Pépé, lui aussi, adora ce jus et demanda aussitôt à Maria de lui en resservir. Mais avant même que la boisson supplémentaire n'arrive, il bondit de sa chaise et se mit à couvrir Maggie d'éloges pour ses muscles impressionnants. Puis il voulut exhiber sa magie devant Moltar, et chacun le laissa faire, puisque Takuto semblait avoir de l'affection pour lui. Takuto, de son côté, était frappé par la facilité avec laquelle Pépé se liait aux autres, quelle que soit la situation. Il se réjouissait d'avoir trouvé un ami, mais il se rendait compte qu'il n'avait jamais eu d'amis auparavant et ignorait ce que des amis étaient censés faire ensemble. Alors que Tanukapoli réprimandait Pépé, Takuto attira son attention et lui demanda s'il voulait jouer à un jeu. La salle tomba dans un silence complet. Personne ne s'attendait à ces mots, et Takuto commença à se sentir embarrassé. Mais Pépé accepta joyeusement, et tous deux s'assirent pour jouer. Ils commencèrent par un jeu inventé sur le champ par Pépé. Chacun prit un brin d'herbe, et ils tirèrent dessus pour voir lequel céderait le premier. Tonu craignait que Takuto ne se sente offensé par un passe-temps aussi enfantin, mais il s'amusait visiblement beaucoup. Ils continuèrent ainsi un moment, Pépé essayant plusieurs jeux imaginés par Takuto lui-même. Il déclara que c'était génial et suggéra même que Takuto pourrait les vendre à Dragontan. Mais Tanukapoli l'interrompit sèchement. Ce n'était pas à Pépé de prendre des décisions aussi importantes au nom de leur cité. Takuto, pourtant, se sentit soulagé que Pépé ait mentionné le commerce, car il prévoyait depuis longtemps d'entamer des négociations avec Dragontan. Mais il savait que, pour aller plus loin, ils devraient mettre leur amitié de côté et agir en roi. Après le repas, Atu appela Takutakopoli et lui demanda franchement pourquoi elle était venue dans les terres maudites. La question la troubla visiblement, mais elle répondit avec sincérité. Sa patrie subissait des assauts incessants de la part des barbares. Atu fut surprise d'apprendre que les barbares attaquaient Dragontan, alors qu'ils évitaient d'ordinaire les grandes cités. Tonu confirma. C'était précisément pour comprendre ce qui les poussait à agir ainsi qu'elle était venue enquêter. Takuto demanda alors si cela signifiait que Dragontan manquait de forces militaires pour repousser efficacement les barbares. Le cœur de Tonu bondit. Si Minara découvrait la gravité réelle de leur situation, il pourrait préférer renverser Dragontan plutôt que de négocier avec eux. Elle mentit donc, affirmant que Dragontan avait encore assez de puissance pour repousser les envahisseurs, tout en insistant sur l'étrangeté de leurs mouvements qui justifiait à elle seule une enquête. Son explication convainquit tout le monde que Dragontan pouvait encore se défendre. Mais Pépé, avec sa langue trop bien pendue, s'exclama qu'il ne comprenait pas, puisque Tonu lui avait dit plus tôt que la cité serait condamnée s'il ne découvrait pas rapidement pourquoi les barbares attaquaient. Atu ne put s'empêcher d'éprouver de la compassion pour Tonu, obligé de gérer sans cesse les maladresses de Pépé. Mais elle et Takuto déclarèrent clairement qu'ils n'avaient aucune intention hostile envers Dragontan. Pour l'heure, leur priorité restait la reconstruction interne. Songer à la guerre ou à absorber des voisins n'était pas à l'ordre du jour. Les barbares, en revanche, représentaient un problème qu'on ne pouvait ignorer. Si Dragontan venait à s'effondrer sous leurs assauts, Minara, située juste à côté, serait la prochaine cible. Leur sort était donc lié. Tonu, troublé, demanda si cela signifiait que Minara était prête à intervenir. Car après s'être surmenée à bâtir une ville près de la veine draconique, Dragontan ne tiendrait plus longtemps sans aide. Atu se tourna vers Takuto pour trancher. Celui-ci déclara qu'il voulait rester fidèle à son ami et qu'il était prêt à fournir toute l'assistance nécessaire. Ravi,
Tonu demanda tout de même ce qu'il désirait en échange, car l'imbécile de Pépé avait déjà dévoilé combien Dragontan était désespéré. Atu répondit sans détour. Il voulait la veine draconique, et Tonu elle-même. Elle pria intérieurement pour que ce point ne soit pas soulevé, mais dans sa situation actuelle, Tonu ne pouvait refuser. Atu ajouta toutefois qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Elle et Takuto acceptaient une gestion conjointe de la veine avec Dragontan. Pour l'instant, leurs besoins en mana étaient modestes, mais ils exigeaient le droit exclusif de décider de la conversion élémentaire de la veine. Cette révélation stupéfia Tonu. Minara maîtrisait déjà la méthode pour transformer le mana brut en énergie élémentaire, un exploit qui aurait demandé encore 10 années à Dragontan. Il devint évident que la société de Minara était bien en avance et qu'une alliance leur apporterait d'immenses bénéfices. Cependant, selon la tradition, la décision finale revenait à Pépé. Et même s'il peut paraître parfois un peu niais, en tant que plus jeune porteur du bâton, il est, par extension, le futur dirigeant de la nation. Il sait aussi lire les gens, c'est pourquoi elle lui demande s'il souhaite aller de l'avant avec l'Alliance. Et Pipe répond qu'il veut être ami avec tout le monde à Minara. Ainsi, les deux royaumes officialisent leur alliance. Peu après, une séance stratégique se réunit pour sceller les termes avec Dragontan. Minara s'engage à envoyer un flot de denrées consommables vers leur cité, et en retour, Dragontan fournira de la quincaillerie et des biens de première nécessité. Voltaire se réjouit de l'accord. Jusque-là, il s'appuyait surtout sur Takuto pour CS approvisionnement, mais le vrai gain réside dans l'accès direct à la veine du dragon. Pépé mérite aussi du crédit. Sans sa gaffe révélant la véritable situation de Dragontan, l'assurance feinte de Tonu aurait perduré et la diplomatie n'aurait mené à rien. Dans ce cas, Dragontan se serait peut-être effondré bien avant que Minara puisse lui prêter main forte. Takuto se demande même si Pépé est réellement un idiot, ou s'il a, en vérité, orienté les événements exprès pour aboutir aux meilleurs résultats. Changeant de sujet, on souligne qu'il faut désormais un plan pour gérer les relations avec Dragontan. Maria et Curie, du service commercial, échangent des regards perplexes et demandent si quelqu'un connaît réellement ce qu'est Dragontan en tant que pays. Ils ont tellement poussé les négociations qu'ils en ont oublié l'essentiel. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Et maintenir une alliance suppose de comprendre la culture et les valeurs de son allié. Quand Takuto jouait au jeu, il suffisait d'une simple pression pour forger une amitié, il ne lui était donc jamais venu à l'esprit qu'en réalité, l'entretenir exigerait un effort constant. Compte tenu de ces lacunes, il est proposé que leur première initiative soit d'explorer la capitale, Croissant de Lune, bien qu'elle se situe loin de Minara. Cependant, une étude approfondie prendrait du temps, et Takuto suggère de remettre cela à plus tard, car la priorité immédiate reste d'aider Dragontan à repousser les géants. Même ainsi, Molter rappelle qu'une visite dans une autre nation ne se fait pas simplement. Il y a des protocoles à respecter. Maria et Curie lèvent alors la main et demandent s'ils pourraient y aller simplement pour le plaisir, et bien que l'idée semble enfantine, elle s'avère en réalité pertinente. S'ils présentent cela comme une visite amicale avant l'envoi d'une mission officielle, ils peuvent partir immédiatement. Molter se propose donc pour le voyage, mais Takuto estime qu'il est bien trop haut placé pour servir de simple émissaire. De l'autre côté, Moltar, en tant que grand chancelier arcanique de Minara, était d'office exclu. Son poste le rendait trop essentiel. La même logique s'appliquait à Jia et à Emile, dont les fonctions étaient tout aussi cruciales. Ce qu'il fallait, c'était un visage digne de confiance, que Takuto pouvait cautionner, sans être pour autant un personnage de trop haut rang. Et, comme par miracle, Maria et Karia levèrent aussitôt la main pour se porter volontaires. Takuto refusa sur le champ, inquiet du danger potentiel d'un tel voyage. Atu proposa de prendre la mission à sa place, mais Moltar lui rappela qu'elle était la confidente la plus précieuse de Takuto et, en dehors de lui, probablement la personne la plus indispensable de toute l'assemblée. Maria et Karia s'avancèrent alors vers Takuto et lui rappelèrent qu'il leur avait offert la liberté de faire leur propre choix. En cet instant, elles désiraient user de ce droit pour l'aider de toute leur force, même si cela devait comporter des risques. Takuto hésita longuement, incapable de repousser la sincérité de leur visage. Finalement, il céda et accepta leur requête. Atu, vexé, bouda de voir Takuto se laisser attendrir par la mignonnerie de quelqu'un d'autre.
Émile exprima encore des réserves quant au fait d'envoyer les 2 jeunes femmes seules. Takuto répondit que ce n'était pas un problème, car il avait déjà en tête des escortes compétentes. Lorsque le conseil se dispersa, Takuto regagna la salle du trône, mais Attu faisait toujours la moue de voir qu'il avait cédé à Maria et Karia. Incertain de la manière de réagir, il se tourna vers Maria pour demander conseil. Celle-ci lui suggéra de dire simplement à Attu ce qu'il ressentait. Takuto décida d'essayer. Il s'approcha d'elle et s'excusa de l'avoir rendue mal à l'aise. Elle n'avait aucune raison de craindre d'être remplacée, car il lui était profondément reconnaissant pour tout ce qu'elle faisait pour lui et pour sa présence constante à ses côtés. Il ajouta qu'il n'y avait personne avec qui il préférerait être, et cela suffisait à combler Attu. Dans son esprit déjà, elle s'imaginait une vie conjugale heureuse avec Takuto, alors que lui n'avait pas la moindre idée des pensées qui traversaient sa tête. Il était simplement heureux de l'avoir apaisée. Un peu plus tard, Takuto conduisit Maria, Karia et Attu à la clinique, sans qu'aucune d'elles ne comprenne pourquoi, puisque personne n'était malade. Takuto expliqua qu'elle n'avait pas coûté cher à construire, et qu'il l'avait donc élevée sur un coup de tête. Puisque Maria et Karia allaient bientôt partir en mission, il décida d'assigner comme garde les nouveaux médecins de peste qu'il venait de créer, afin qu'ils leur servent de protecteurs. À mesure que les 3 silhouettes s'approchaient, le visage de Karia se crispa de peur, tandis que celui de Maria s'illuminait d'excitation. Pourtant, malgré leur apparence inquiétante, le trio se comportait de façon maladroite et presque enfantine, débordant d'enthousiasme à l'idée de rencontrer le roi Takuto. Leur joie était si désarmante qu'Attu donna son accord, et le roi expliqua qu'il les avait créés par précaution, afin d'être prêt au pire. Cependant, il avait choisi de les laisser vivre librement, convaincu qu'ils étaient parfaitement adaptés à un tel rôle, même s'il n'avait jamais imaginé devoir recourir à eux si tôt. Toujours inquiète, Karia demanda qui ils étaient exactement. Takuto répondit qu'ils étaient des médecins de combat, capables non seulement de soigner blessures et maladies, mais aussi de combattre et de protéger les 2 jeunes elfes. Au nom du roi, Attu annonça alors que CS médecins accompagneraient Maria et Karia jusqu'à Dragonton, avec pour mission de les défendre tout en observant la culture et l'état actuel du territoire. L'évocation d'une mission aussi humaine, mêlant observation, protection et découverte culturelle, fit exploser leur enthousiasme. Leur comportement étrange déconcerta les elfes, mais les médecins jurèrent qu'ils étaient des êtres humains exemplaires, nés pour de telles tâches. Leur petite mise en scène spontanée séduisit complètement Maria, qui se précipita pour les accueillir comme des camarades. Voyant cela, Takuto ressentit une impulsion royale, celle de récompenser leur loyauté. Il déclara qu'il leur accorderait un prix pour avoir accepté de protéger les 2 filles et d'obéir à ses ordres. Comme il semblait particulièrement obsédé par ce sujet, le souverain leur donna de véritables noms humains, Ikiro, Jairo et Saburo. Les 3 rayonnèrent de bonheur, méditant sur cette faveur. Takuto comprit qu'en ce monde, contrairement au jeu, les unités possédaient une personnalité propre et qu'un nom les faisait se sentir comme de véritables individus. En recevant le sien, Ikiro promit d'honorer cette bénédiction en accomplissant son devoir sans faille. Jairo affirma qu'un tel geste était profondément humain et Saburo confirma de tout cœur. Même Maria fut entraînée par le théâtre des médecins, ce qui fit se demander à Takuto s'il n'en avait pas trop fait. Par curiosité, il demanda à Karia ce qu'elle en pensait. Elle répondit nerveusement qu'ils feraient de leur mieux. Inquiète pour elle, Attu rassura les 2 jeunes elfes en leur promettant que, si elles se trouvaient un jour en difficulté, elle pourrait toujours compter sur elle. Quelque temps plus tard, dans la cité de Dragontown, sa mère bouillonnait de frustration. Elle avait quitté son pays elfique parfaitement ordonné, convaincue qu'elle y trouverait enfin un mari séduisant, fonderait une famille et mènerait une vie confortable. Au lieu de cela, tout ce qu'elle avait trouvé, c'était une noyade sans fin dans le travail et une bureaucratie étouffante. Abattant sa tasse sur le bureau, la mairesse pesta contre le fait qu'elle devait désormais compter sur les forces des ténèbres pour défendre sa cité, alors même qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce soi-disant Dragontan auparavant. C'est alors que quelqu'un entra dans le bureau de la mairesse antique. En un éclair, elle abandonna son attitude agressive et se força à afficher une douceur qui n'avait rien de sincère, honteuse d'avoir été surprise ainsi. Son assistant expliqua que des visiteurs souhaitaient la rencontrer,
bien qu'ils n'aient pas de rendez-vous. La mairesse exigea aussitôt qu'on les renvoie. Après tout, son temps valait plus que l'or, et quiconque osait l'interrompre méritait la mort. Mais son secrétaire précisa qu'il s'agissait d'émissaires de Minagra. À ces mots, Antique faillit exploser, accablant son personnel pour ne pas l'avoir dit plus tôt. C'était une affaire de la plus haute importance. Ainsi, la dirigeante de Dragonton reçut ses hôtes, se présentant comme Antalya Antique, tout en revêtant de nouveau son masque de charme autoritaire. Pourtant, l'aura troublante des médecins de combat de Minagra la mettait profondément mal à l'aise. Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi les porteurs de bâtons s'étaient alliés à des créatures aussi terrifiantes, bien qu'elle n'osât jamais le dire à voix haute. À la place, elle remercia chaleureusement les voyageurs d'être venus. Lorsque l'elfe, accompagné de ses sœurs, s'avança, Antique loua leur manière. Mais, intérieurement, elle ne pensait qu'à la réputation sinistre des elfes noirs et à la façon dont Minagra les avait accueillis comme citoyens. Cependant, ce n'était pas elle le véritable problème. La véritable source d'inquiétude résidait dans les 3 silhouettes postées derrière elle. Antique se souvenait avoir entendu jadis des rumeurs sur une unité d'assassins elfes noirs, et elle n'était pas prête à baisser sa garde. Puis, à la mention de leur nom de famille Elfur, elle se rappela que Tanakopoli avait déjà parlé de ses filles comme des futures dirigeantes de Minagra, formées personnellement par le roi de la ruine lui-même. En comprenant l'importance capitale de ces invités, Antique eut un mouvement de recul visible, laissant les jeunes émissaires perplexes. Elle savait que la moindre erreur dans son attitude pourrait mener au désastre. Les nerfs à vif, elle demanda quel motif les avait conduits à Dragontim. Quand Karya et Maria hésitèrent, Jiro prit la parole à leur place. Il expliqua que la visite n'était rien d'autre qu'une réponse à l'invitation de Pepe, le porteur de bâton, pour profiter de la cité. Il s'agissait du premier pas vers l'amitié entre leurs domaines, un geste purement symbolique d'unité. Il ajouta que les jeunes filles étaient encore inexpérimentées et apprenaient à gérer ce genre de situation et qu'il valait donc mieux éviter toute discussion officielle. Rassurée, Antique esquissa un sourire. Elle n'était pas là pour négocier des traités, seulement pour échanger une salutation chaleureuse et goûter aux spécialités locales. Elle savait toutefois qu'il valait mieux ne pas courir le risque de les froisser. Et comme elle mourait d'envie de trouver un prétexte pour échapper à son travail, elle proposa de guider personnellement les sœurs à travers la région. Gagner leur faveur, après tout, lui vaudrait sans doute les louanges du roi de Minagra. Avec cette idée en tête, Antique escorta le duo à travers les sites de Dragonton, en particulier le marché de rue animé, impatiente de les émerveiller par la variété de ses mets. Observant la scène à distance par magie, Takuto se sentit rassuré de voir que tout se passait bien, tandis qu'Atu grognait d'avoir été abandonné pour gérer seule la paperasse qu'ils avaient promis de finir ensemble. À la tombée de la nuit, les émissaires de Minagra prirent congé de la mairesse, repartant avec une impression favorable d'elle. Plus tard, de retour dans leur quartier, les sœurs s'assirent pour passer en revue leurs observations de la journée. Karya demanda à Maria son avis, et celle-ci, l'air troublé, avoua que ce qui l'avait le plus marqué, c'était la peur qu'elle avait ressentie en voyant tant de gens affamés, insécurisés, errer dans les rues de la ville, écrasés par le poids de la guerre. Les médecins de combat furent stupéfaits par cette remarque. Et lorsque Karya révéla que sa sœur possédait une sensibilité particulière aux émotions d'autrui, capable de percevoir les sentiments des gens jusqu'à un certain degré, le trio exécuta leur pose emblématique, proclamant que c'était un pouvoir remarquable. En réalité, ils étaient convaincus que c'était précisément cette empathie qui avait poussé l'elfe à leur demander d'acheter une jolie plante au marché, qu'ils déposèrent alors entre ses mains. Maria n'en avait aucune idée, mais sa sœur reconnut immédiatement l'herbe en question. Le popel, une plante provoquant une euphorie écrasante et des hallucinations si dangereuses qu'elle avait été interdite à la consommation et à la culture dans plusieurs pays. Dès qu'elle entendit cela, Maria rejeta la plante au loin. Karya soupçonna, à en juger par son état impeccable, qu'elle avait sans doute été cultivée, d'autant plus qu'on la vendait ouvertement au marché de Dragonton. Quel dommage, songea-t-elle, quand on savait à quel point Mademoiselle Antique se donnait du mal pour protéger la ville, face à un sujet aussi délicat. Les gardes du corps des jeunes filles décidèrent alors de redoubler de vigilance contre tout problème susceptible d'émerger dans cette région fragile. Plus tard, les sœurs Elfur furent conduites à la mine de la veine du dragon.
La plante servait bien sûr à dissimuler ces veines froides mais éblouissantes enfouies sous terre, même si toutes ne pouvaient être cachées. Lorsque les jeunes filles posèrent leurs yeux sur ces minéraux étincelants, elles se rappelèrent les mots de leur mère, que le monde regorgeait de merveilles qu'elles n'avaient pas encore découvertes. Cette pensée les remplit de joie, mais aussi d'une tendre nostalgie pour la femme qui les avait élevées avec tant de soin. Pourtant, tout n'était pas aussi lumineux qu'il y paraît. Observant les mouvements des sœurs, un marchand s'approcha et se présenta sous le nom de Vesta Kirkland, un commerçant ambitieux porteur d'une proposition controversée. Puisque Minagra partageait le contrôle de Dragontan en pleine guerre, il suggéra que cette nation étrangère cultive le popel avec lui et en partage les bénéfices. Bien sûr, il avait d'autres offres alléchantes à présenter, mais celle-ci nécessitait un cadre plus approprié. C'est pourquoi il invita les sœurs à le rejoindre plus tard dans la soirée, au coucher du soleil, dans le lieu de rendez-vous indiqué sur le parchemin qu'il leur tendit. Alors que Caria acceptait le document, Vesta souligna combien il appréciait traiter avec ceux qui s'alignaient sur les ténèbres, car il saisissait rapidement ses idées. Il était persuadé, en vérité, que le roi de Minagra serait ravi de leur future conversation, et il attendait donc les sœurs à la rencontre prévue. Peu après, les sœurs Alfur furent de nouveau reçues dans le bureau de la mairesse de Dragontan. L'impression était que leur sortie plus tôt dans la journée s'était bien déroulée. En effet, les jeunes filles allèrent même jusqu'à promettre de se rendre disponibles si la mairesse avait besoin d'assistance. Sur ce point, Antique ajouta que si elle désirait vraiment aider, elle apprécierait qu'elle parle favorablement d'elle au roi de Minagra. Elles acceptèrent sans la moindre hésitation. Soudain, Vesta fit irruption dans le bureau, escortée par 2 brutes, ayant pénétré dans les lieux par des moyens loin d'être pacifiques. Comme Caria et Maria ne s'étaient pas présentées à la réunion, le marchand s'était octroyé la liberté de venir en personne entendre leurs réponses. Antique en resta stupéfaite. Elle exécrait Vesta et ses manigances, et tout cela sonnait presque comme si les sœurs elfiques avaient négocié dans son dos. Mais Caria ne tarda pas à clarifier les choses. Jamais elle ne collaborerait avec un homme tel que lui. Leur absence au rendez-vous, dit-elle, aurait dû suffire à l'indiquer clairement, car cet individu représentait une menace directe pour la ville. L'émissaire de Minagra demanda à traiter personnellement avec lui, assurant à Antique qu'elle souhaitait éviter toute tension entre leurs 2 domaines. Antique, plus que disposée, donna son accord, son doigt pointé droit sur les intrus, tout en déclarant depuis combien de temps à Seesmo, Ikiro, Jairo et Saburo s'avancèrent pour affronter le marchand et ses sbires. Pourtant, étrangement, Vesta demeurait bien trop calme. De sa poche, il sortit une petite fiole contenant un sérum violet. Caria soupçonna qu'il s'agissait d'un extrait concentré de popel. Une seule dose, et l'on ne pouvait plus jamais vivre sans. Avant toute action, Caria lui demanda s'il comprenait réellement ce qu'il faisait, car en attaquant des émissaires, il déclarait en réalité la guerre à Minegra, le domaine du redoutable roi de la ruine. Vesta, cependant, balaya CS inquiétude d'un revers de main. Avec une seule injection, les jeunes filles obéiraient au moindre de ses ordres, et lorsque cela arriverait, le souverain corrompu de Minegra ferait tout ce qu'il faudrait pour récupérer ses enfants bien-aimés. Confiant dans son stratagème, Vesta remit la fiole à l'un de ses hommes et sortit tranquillement, persuadé que son plan était infaillible. Mais à l'instant même où il franchit les portes du bureau, ses subordonnés furent projetés. L'épée de l'un vola à travers la pièce, frôlant de si près le crâne du marchand qu'elle manqua presque de le transpercer. Se retournant, stupéfait, il réalisa que rien ne s'était déroulé comme prévu. Pendant ce temps, à Minegra, Takuto savourait son thé en compagnie de son fidèle allié. Il s'émerveillait de l'utilité que CS Unité qu'il avait créée démontrait dans ce monde, et Atu approuva de tout cœur. Peu après, Emlai arriva, intrigué par la décision du royaume d'envoyer des médecins comme garde du corps des émissaires, alors que de simples guerriers auraient suffi. À cela, Atu expliqua que ces médecins combattants aimaient tant les humains, et même les demi-humains, qu'ils avaient développé des capacités uniques. En vérité, on les connaissait sous le nom de mangeurs de cerveau, aussi habiles à soigner qu'à tuer. S'il devait en être ainsi, bien qu'ils adorassent les humains, ils ne pourraient jamais en devenir réellement. Et ce désir inassouvi s'était transformé en une obsession dangereuse. De retour dans le bureau de la mairesse, Vesta demeurait horrifiée devant le sort réservé à ces hommes.
Les 3 mangeurs de cerveaux révélèrent alors leur véritable nature, projetant de dépouiller la chair des cadavres afin de ressembler davantage à des humains. Le marchand, terrorisé, exigea de savoir ce que pouvaient bien être ces créatures. Avec une conviction inébranlable, ils répondirent « Nous sommes humains ». Tout comme le marchand, même Antique ne put supporter un tel spectacle. Elle s'effondra au sol, accablée par le désespoir devant une horreur aussi grotesque. Maria caressait doucement la tête de la mairesse, tentant de la réconforter, tandis que Caria ordonnait à ses subordonnés d'en finir rapidement. Vesta protesta, affirmant que l'elfe partageait son même alignement, comme si cela suffisait à lui épargner la vie. Mais la jeune fille lui fit clairement comprendre qu'ils n'étaient pas du tout dans la même position. De plus, Vesta avait affiché un mépris ouvert envers le souverain bien-aimé de Minegra, un crime qui ne pouvait jamais être toléré. En se déclarant ennemi de la nation, il devait désormais être éliminé comme tel. Alors, se souvenant de ce que Takuto avait jadis dit à elle et à sa sœur, Caria rappela que les hommes mauvais sont libres, telle est leur nature. Et donc, avec l'approbation du roi, elle choisit d'exercer cette liberté en mettant un terme à l'existence de son adversaire. À l'agonie, le marchand implora qu'on lui laisse la vie sauve. Mais l'elfe, glacial, ordonna aux mangeurs d'esprits de faire honneur à leur nom. Après le massacre, les guérisseurs se couvrirent des peaux de leurs victimes, se sentant plus humains que jamais. Caria s'excusa alors de laisser le bureau de la mairesse maculé de sang et demanda poliment si elle pouvait assumer les frais du nettoyage. Mais en leur épargnant cette dette et en voyant la joie pure et simple qui illuminait le visage de Caria, Antique n'arrivait pas à croire qu'une si petite fille pût demeurer aussi insouciante au milieu d'une telle horreur. Le malaise de cette constatation terrifia tant la pauvre mairesse qu'elle se souilla sur place. Remarquant la scène gênante, les mangeurs d'esprits promirent d'uriner eux aussi, afin que leur allié n'ait pas à supporter seul cette humiliation. Mais Caria surgit et les stoppa d'un coup de pied sauté, avant qu'ils ne commettent pareille atrocité. Ainsi, après avoir été témoin d'une folie après l'autre, Antique comprit que ses jours de paix étaient encore bien loin de revenir, même avec l'aide de Minegra.